Mais comment il me rattrape pas, le bipède, bordel? Oh, le cardio. Eh, fallait bien que ça arrive. Non mais... Je hais cette ville. On commence Silent Hill 4 sur la vision d'un appartement aux murs recouverts de sang et autres taches suspectes. On entend un cri au loin, puis on prend le contrôle d'un personnage à la première personne. On pourra trouver une photo de notre futur protagoniste sur le mur, mais le personnage mystère que l'on joue à cet instant ne le reconnaît pas. Je le spoil dès à présent parce que ce sera dur de le garder secret et de vous faire comprendre la chronologie compliquée de cette histoire. Dans cette introduction, on joue les derniers instants de Joseph Schreiber, un journaliste qui enquête sur une série de meurtres violents qui ont eu lieu à Silent Hill et à Ashfield, la ville où l'on se trouve. Un visage incrusté dans le mur se met à bouger et un monstre vient nous tuer. À partir de là, Silent Hill 4, c'est l'histoire de Henry Townsend, un gars qui... C'est le héros d'âge moyen, tout blanc et tout plat, sur lequel on est censé se projeter. Je crois. Donc Henry, c'est un mec qui habite dans l'appartement 302 du complexe de South Ashfield Heights, un complexe tenu par le superintendant Frank Sunderland, le père de James Sunderland, mais à part une ou deux lignes de texte qui te dit que sa famille a vécu une tragédie à Silent Hill, ça n'aura pas grande importance dans l'histoire. Un beau jour d'automne, en jugé par le temps qu'il fait, Henry se retrouve devant la fameuse porte recouverte de chêne si emblématique du jeu. C'est, et ça restera, l'image la plus marquante de Silent Hill 4, et a raison, c'est impressionnant et plein de mystères. Personne n'entend Harry frapper à la porte ou aux fenêtres, il ne ressent ni faim ni soif, la vie rêvée des introvertis. Malgré le fait que personne ne l'entende, les habitants de South Ashfield Heights remarquent l'absence de Henry, ce qui suggère que le temps passe normalement pendant que Henry vit son cauchemar. Dans l'appartement où on joue à la première personne, on peut interagir avec pas mal d'objets, dont la radio, la télé, le frigo, les fenêtres, la porte et son Judas, toute une série de photos dont pas mal sont des photos de vacances que Henry passait à Silent Hill pendant son enfance, mais plus notable que tout ça encore, on a un coffre dans lequel on peut vider son inventaire qui cette fois-ci est limité. Et plus tard on va espionner notre voisine par un trou dans le mur qui donne sur son lit. Elle s'appelle Eileen. Henry passe 5 jours dans cet appartement possédé quand tout à coup il reçoit un coup de fil d'une femme lui demandant de l'aide alors que le cordon du téléphone est coupé. On ne sait pas qui est cette femme, mais juste après, en regardant par la fenêtre, on peut voir une jeune femme rentrer dans le métro juste à côté, ce qui suggère que le coup de fil pourrait venir d'elle par les lois sacrées du montage. Sur notre porte d'entrée, on peut lire « Ne sors pas », signé Walter, et en regardant par le Judas, on pourra apercevoir nos voisins. Enfin, uniquement Frank Sunderland et Eileen, puisque c'est chiant de créer d'autres modèles. Mais plus bizarre encore, sur le mur en face de notre porte se trouvent des empreintes de mains ensanglantées. 15 au total. Ces mains représenteront le nombre de victimes laissées par notre antagoniste, et on pourra voir leur nombre augmenter tout au long du jeu. Tout à coup, habituez-vous à cette expression, Henry et donc le joueur aussi a rarement son mot à dire sur ce qui se passe, un trou apparaît dans le mur de la salle de bain. Alors je sais que c'est la blague de Silent Hill, les héros qui rentrent ou qui mettent les mains dans des trous au hasard, Silent Hill 3 s'en était un peu moqué d'ailleurs, mais là vous allez voir que ça va être un thème constant. Et non, ça n'a aucun rapport avec les thèmes du jeu, il y a juste beaucoup de trous partout. Tout le temps. On verra pourquoi plus tard. On va alors être transporté vers différentes zones qui sont soit à Ashfield, soit à Silent Hill. On commence dans le métro qui se trouve juste à côté de l'appartement de Henry. On y rencontre Cynthia Velasquez, la femme qu'on a vue y rentrer un peu plus tôt, et une tentative un peu bizarre de refaire une Maria sexy qui, malgré les horreurs autour d'elle, continue d'être chaude. Désolé, je vois pas d'autre moyen de décrire son comportement pour le coup, mais avec Maria, ça marchait puisqu'elle n'était pas réelle. Là, c'est une vraie personne qu'on est censé prendre au sérieux, et qui est convaincue jusqu'au bout que tout ceci n'est qu'un rêve et qu'elle se réveillera bientôt. Ce qui est un des clichés d'horreur un peu vieillot que j'aime pas du tout, mais ça c'est peut-être que moi. Au bout d'un moment, Cynthia est malade, on rencontre nos premiers ennemis, qui sont des chiens avec des peaux de serpent, une langue de fourmilier et un cri de jaguar.
Mais je vais pas trop parler car design dans cette vidéo. En allant checker les toilettes où est censé être Cynthia, on tombe sur un nouveau trou et on découvre donc le moyen de transport principal du jeu, des trous géants qui relient notre appartement à l'autre monde. Et même si le cliché de Cynthia qui dit que tout ça n'est qu'un rêve me saoule un peu, Henry se réveille bel et bien dans son lit et parle lui aussi d'un rêve. Je crois que le but était de donner cette sensation onirique étrange qui justifie tous les moments ta gueule c'est magique du scénario, puisque ta gueule c'est un rêve, mais j'ai toujours trouvé ça un peu facile d'expliquer ton histoire comme ça. Tu peux justifier tout et n'importe quoi sans suivre de règles. Et on va voir ensemble que c'est un problème dans ce jeu. Dans notre appartement, on découvre le trou vers la chambre de Eileen, que je vous ai décrit un peu plus tôt, et un message de Joseph qui dit que le trou ne peut pas aller plus loin et ne laisse pas passer de son. Perso, tout ce que je vois, c'est un trou de pervers et un jeu qui n'assume pas d'utiliser une imagerie gênante, mais passons. En théorie, c'est là pour nous montrer les tentatives d'évasion avortées des occupants de l'appartement 302. En pratique, les devs auraient pu faire en sorte que ça donne sur la cuisine, hein, faut pas se voiler la face. Après ça, Cynthia nous rappelle sur le téléphone pour qu'on retourne l'aider. Je vais pas mentir, les énigmes et le gameplay d'instant en instant n'est pas forcément très intéressant. Souvent, on va avoir affaire à des imageries censées faire peur, mais qui n'ont tellement pas de sens dans l'histoire qu'elles perdent de leur impact. Genre là, on revient et on trouve un mannequin à l'effigie de Cynthia qui a les mains ensanglantées et qui nous tend une pièce qui va nous faire avancer dans le niveau. Vous me connaissez à ce stade, j'aime trouver du sens à tout même si ça part loin, et Silent Hill m'a très largement offert de quoi trouver du sens à tout, ce que j'adore. Mais là non, là je trouve rien et je pense sincèrement qu'il y a rien à trouver. C'est une image vide. Pas que je ne puisse absolument pas rater de trucs, hein, bien sûr, mais Henry et Cynthia n'ont pas de rapport entre eux, ou avec un mannequin, ou une marionnette. Le sang sur les mains, je sais même pas si c'est pour suggérer un suicide dans les toilettes, qui est malheureusement un thème très courant dans les fictions japonaises, ou si c'est juste pour faire creepy. On va bientôt recroiser Cynthia qui est en vie et qui va bien, donc... Bref. Après ça, on va rencontrer notre premier fantôme, des ennemis qui font des dégâts automatiques quand on s'approche d'eux, qui sont immortels et qui peuvent nous attraper si on passe trop près. Ce qui est un tantinet chiant dans un niveau fait de couloirs très étroits. Mais force est de constater qu'ils mettent une pression constante et que spécifiquement dans ce niveau-là, quand on les découvre, ils sont terrifiants. Mais à force de les croiser constamment dans le jeu, on aura tendance à les trouver plus embêtants qu'autre chose. Cynthia nous laisse tomber, puis juste après nous appelle au travers des haut-parleurs du métro. On l'entend alors se faire attaquer par un certain lui. On arrive après ça sur un escalator qui m'a fait péter un plomb et qui m'a fait douter de mon envie de faire une vidéo sur Silent Hill 4, je vous avoue. Des ennemis sortent du mur et attaquent avec un timing complètement aléatoire. Si vous allez passer cet escalator ou pas est dû à la chance. Et y a rien de plus frustrant dans un jeu de savoir que ce n'est pas toi, le joueur, qui manque de skill, mais juste le jeu qui te tue au hasard. Leur attaque se fait sur une zone énorme et lance Harry dans une animation de chute dont il met tellement de temps à se relever que le fantôme a le temps de relancer son attaque et de nous refaire chier. Ce qui est bête parce qu'on va après ça assister à la mort tragique de Cynthia, mais moi j'étais juste toujours énervée à cause de l'escalator là. Elle meurt sous nos yeux, donc en restant convaincue jusqu'au bout que tout ça n'est qu'un rêve. Henry tente de la réconforter, et en vrai, si le jeu d'acteur montrait de l'émotion, n'importe quelle émotion à ce stade, je pourrais dire que c'est touchant qu'il essaye de maintenir l'illusion que c'est un rêve jusqu'au bout, mais il s'avère qu'il a juste l'air de se faire chier comme un dimanche soir pourri, donc... On retrouve une inscription gravée au cutter sur son torse, 16-121, ou plutôt, comme on l'apprendra plus tard, 16 sur 21, puisqu'elle n'est que la 16e victime d'un tueur qui tente désespérément d'en faire 21, et lorsqu'on retournera dans l'appartement 302, vous l'aurez deviné, une nouvelle main ensanglantée est apparue sur le mur en face de notre porte. Ce tueur, on l'apprend assez tôt dans le jeu, et on peut même se douter de son nom si on a bien prêté attention au reste de la franchise, c'est Walter Sullivan, ou comme le décrivent quelques personnages, l'homme au manteau. Il cherche à accomplir le rituel des 21 sacrements, un rituel dont lui parlait souvent une certaine... Dahlia Gillespie, qui, non contente de torturer sa fille, faisait visiblement la même chose avec les enfants de l'orphelinat de Silent Hill. Avec les brûlures et le maintien en vie pendant des années de souffrance en moins. Mais bon, parce que oui, Walter Sullivan est orphelin. Je vais vous résumer son histoire plutôt que celle de Henry, hein, ce sera plus rapide et plus compréhensible. Et plus intéressant aussi. Walter Sullivan est né d'un jeune couple qui ne voulait pas d'enfants dans l'appartement 302, celui où réside maintenant Henry. Ses parents l'ont abandonné directement après sa naissance, le laissant même avec son cordon ombilical encore attaché, et ils ont disparu à tout jamais. Frank Sunderland a retrouvé le bébé laissé ainsi. Pour une raison très étrange, mais ta gueule c'est magique, il a même gardé le cordon ombilical chez lui. Y a pas de photo de son fils, mais y a les restes d'un autre gamin. C'est tout à fait normal. Ensuite,
Walter a été amené dans l'orphelinat de Wish House qui se trouve dans la ville d'à côté, Silent Hill. Là-bas, il rencontrera donc Dahlia, mais aussi d'autres membres de l'ordre qui utilisaient l'orphelinat comme... c'est pas très clair dans le jeu pourquoi ils torturaient des enfants, mais ils torturaient des enfants. À tel point que l'orphelinat a son propre cimetière tout de même. Pas du tout suspicieux. Et si on partait en vacances là-bas, chérie? Bon, bien sûr, je déconne, on n'a pas réellement besoin de savoir pourquoi l'ordre faisait ces tests à base de torture physique et psychologique. C'est l'ordre, ils vénèrent des dieux qui se nourrissent de souffrance, on part sur la même logique que Hellraiser, on enchaîne. En grandissant, Walter, qui avait déjà des problèmes psychologiques et sûrement psychiatriques de base, et qui a été entouré de fanatiques religieux extrêmes, a commencé à croire dur comme fer que l'appartement 302 où il était né était sa mère. Ma théorie, c'est que comme pour lui, ses parents ont disparu de la surface de la Terre, il était plus facile de croire qu'il n'avait jamais existé, et que le lieu où il est né était un équivalent de la Vierge Marie, Immaculée Conception architecturale, tout ça. Tout ça comme si je venais pas de dire la phrase la plus bizarre de ma carrière, moi. Même si le père de Walter est le sujet de quelques flashbacks vers la fin, je dirais même que c'est lui qui a le droit au plus de personnalité dans le schmilblick, c'est bien la maman qui est l'obsession sans fin de Walter. Pas sûr qu'on soit prêt à déballer ça dans une vidéo YouTube dont la blague principale est une paire de fesses. Peut-être plus tard quand il restera que les gens qui écoutent pas vraiment. C'est vers ce moment-là que Walter commence aussi à croire que les 21 sacrements dont parlait tout le temps Dahlia et un certain George Rosten qui s'occupait de Walter à l'orphelinat, George qui est en réalité le bras droit du chef de la secte de Valtiel, ne vous en faites pas les bébous, je vous réexplique ça dans 20 minutes, ce rituel donc pourrait lui ramener cette mère, dans son esprit donc forcément morte, sinon elle ne l'aurait pas abandonnée. Vous suivez? La mère, elle est morte, mais la mère c'est aussi l'appartement. Ok. Dans la réalité, la mère de Walter est très certainement toujours en vie loin de Silent Hill, ce qui rend tout ça beaucoup plus triste. À 24 ans, Walter commence donc ce fameux rituel des 21 sacrements qui consiste à tuer et arracher le cœur de 21 victimes, chacune d'entre elles étant reliée plus ou moins directement à sa vie. Bon, ça c'est la théorie parce que dans le jeu, c'était pas du tout clair que tous ces gens étaient censés le connaître. Ces 21 sacrements, que le culte appelle très sobrement les 21 sacrements de la descente de la mer sacrée, c'est pour eux par contre notre moyen de ramener leur déesse sur Terre, donc la même déesse que dans Silent Hill 1 et 3, en plus de pouvoir éventuellement ramener une personne à la vie. De ce que j'ai compris, Walter a tué 10 personnes en 10 jours, supposément. On va voir ensemble que les timings sont très bizarres. Je vous ferai une liste détaillée des victimes quand je parlerai de Walter séparément. Pour l'instant, Walter tue donc 10 personnes très rapidement entre Silent Hill et Ashfield. Il se fait arrêter, et lorsqu'il se retrouve dans une cellule à Silent Hill, il utilise son propre cœur pour devenir ce qu'il appelle le sacrifice de l'Assomption. Parce que oui, alors c'est un peu compliqué, mais au bout de 10 cœurs récoltés, le 11e sacrement permet à la victime de devenir un fantôme qui hante la Terre. Ce qui m'embête avec cette explication, c'est que toutes les autres victimes sont des fantômes aussi, mais on suppose que le 11e, il est encore plus fantôme que les autres, quoi. Ce scénario est compliqué en plus de pas être clair du tout. Dans tous les cas, la police de Silent Hill affirme que Walter s'est suicidé en prison en se coupant la carotide à coups de cuillère. Mais Joseph Schreiber, qui est donc le gars qu'on joue au tout début du jeu là, et qui est un personnage très récurrent et très important dans le jeu, au point où je me suis demandé plusieurs fois pourquoi on joue pas son histoire plutôt que le vide absolu qu'est Henry. Ah voilà, vous aviez oublié Henry à ce stade, hein? Joseph, donc, était un journaliste qui s'occupait de l'affaire Sullivan. Ce sont ses notes qui nous raconteront l'histoire tout au long du jeu, et dans ces fameuses notes, Joseph nous dit qu'il ne croit absolument pas que Walter soit mort. Soit la police a arrêté la mauvaise personne, soit c'est quelqu'un d'autre qui s'est suicidé. Maintenant, si c'est juste parce que Joseph refusait de croire qu'un fantôme puisse commettre des meurtres, ou si c'est réel, on ne le saura jamais. La dernière déclaration de Walter en prison était la suivante: il essaye de me tuer, il essaye de me punir, ce monstre, le diable rouge, pardonnez-moi, je l'ai fait, mais ce n'était pas moi. Donc, soit cette personne n'était effectivement pas Walter, soit Walter a eu un dernier moment de lucidité avant de se suicider. Me regardez pas, y a pas vraiment de réponse, mais on verra qui est ce diable rouge dont il parle. Une fois que Walter est mort, les meurtres s'arrêtent pendant 3 ans. Les meurtres reprennent, mais cette fois-ci, le cœur des victimes reste intact, parce que, oui, alors en fait, Walter, il a déjà réuni le sang de 10 pêcheurs, donc là, il lui faut plus que des meurtres. J'ai vraiment l'impression d'être en face d'un enfant qui joue avec toi et qui rajoute des nouvelles règles arbitraires à l'histoire toutes les 10 minutes là. Walter passe 3 ans à tuer des gens, puis s'arrête à nouveau après qu'il ait tué Joseph qui vivait alors dans l'appartement 302. C'est donc la scène d'intro qu'on a eue. 4 ans après ces meurtres-là, donc 10 ans après les premiers meurtres, pour ceux qui suivent, Walter a donc 34 ans là techniquement, on arrive enfin à Henry. Au cours de ses pérégrinations, Henry assiste à la mort des victimes finales du rituel en commençant par Cynthia dans le métro comme on l'a déjà dit. Après la mort de Cynthia, Henry se réveille tout à coup dans
dans une forêt, la forêt sur les abords de Silent Hill pour être plus précise, et où se trouve l'orphelinat de Wish House. On rencontre Jasper Ginn à côté de 2 gros cailloux qui sont les rochers mères, donc ceux vénérés par une des sectes de l'ordre. On pourra même un peu plus loin avoir une jolie vue sur le lac de Toluca que l'on connaît bien dans Silent Hill. C'est dans ce niveau de Wish House qu'on rencontrera aussi un très jeune Walter Sullivan. Bon, au début on n'est pas censé savoir que c'est lui, mais c'est assez évident, et je ne pense sincèrement pas que ça a été prévu pour être un twist. Je suis à peu près sûr qu'on est censé deviner rapidement qu'il s'agit d'une version différente de l'antagoniste principal. Et pour être sûr que cet enfant est bien Walter, on trouve un cercueil avec les chiffres 11, 1, 21 écrits dessus. 11 sur 21, donc le 11e sacrifice, donc Walter. Jasper nous parle complètement pété du casque d'une 3e révélation. Alors j'ai pas trouvé le lien avec les 21 sacrements, mais peut-être qu'il parle d'une 3e version de Walter qui se dévoile. On avait Walter en vie, puis son esprit en fantôme, puis Walter enfant qui sort de sa tombe. Mais là c'est vraiment moi qui interprète. Dans le jeu on nous dit pas que c'est ça. Jasper parle d'un mec fouineur qui lui a donné des infos et un objet clé pour le jeu. Pareil, j'interprète, mais je suppose que ça doit être Joseph pendant qu'il menait son enquête. Mais puisqu'on a trouvé un peu plus tôt une note de Jasper qui dit qu'il revient à Silent Hill après des années, je vais le dire souvent dans cette vidéo, mais la chronologie dans ce jeu, ça n'a souvent pas trop de sens. Encore une fois, je pense qu'on est censé justifier ça par le ta gueule c'est magique ou le ta gueule c'est un rêve. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir mener sa propre enquête en tant que joueur et trouver des réponses logiques. C'était un de mes gros plaisirs face aux 3 autres jeux. On fait à nouveau plein d'allers-retours avec des énigmes qui sont soit vraiment débiles comme Jasper qui refuse de nous donner un objet avant d'avoir eu un lait chocolaté, ou plutôt futé en utilisant les mécaniques de téléportation dans l'appartement. À un moment, on récupère la clé de l'orphelinat qui, si on la garde dans notre inventaire, va nous bloquer dans une forêt qui se répète sans cesse. Mais on peut aller à notre appartement, la poser dans le coffre, revenir à l'orphelinat et là, aller la récupérer dans le coffre. Ça fait toujours plus d'allers-retours un peu relou, mais l'idée derrière est plutôt sympa. Une fois dans l'orphelinat, on découvre un peu de lore, puis Jasper s'immole par le feu et grave 17-121 sur son torse, ce qui est une sacrée révélation tout de même. Non, pas l'immolation, le fait que les victimes se font ça elles-mêmes. Jusqu'à présent, quand je vous décrivais le modus operandi de Walter, je suppose que comme moi, vous imaginiez réellement Walter qui part à l'aventure tuer des gens. Mais ici, on apprend que, en tout cas sous sa forme de fantôme, il peut posséder ses victimes et les tuer de leurs propres mains. Ce qui explique pourquoi la police n'a aucune chance de le trouver lui ou de quelconque preuve. De retour à l'appartement, on va entendre à la radio que le corps de Jasper a été retrouvé et que le meurtre ressemble à ceux de Walter Sullivan. Le trou de la salle de bain a grossi et on peut entendre des pleurs d'enfants qui viennent de l'intérieur. On y retourne Fissa et on se retrouve dans une prison avec au centre une tour d'observation reliée à toutes les cellules qui visiblement n'étaient occupées que par des enfants. On va croiser les ennemis des jumeaux, un monstre siamois énorme qui fait des bruits de gémissements bizarres et qui représente les seules victimes de Walter qui n'ont pas droit à leur propre fantôme, bizarrement, des enfants jumeaux qu'il a tués à Silent Hill lors de sa première salve de meurtre. Et il y a aussi ces putains de chauves-souris qui sont quasi impossibles à toucher et qui vous harcèlent constamment, ainsi que quelques fantômes. Le but de ce niveau va être d'ouvrir une porte énorme qui me fait penser que Henry se retrouve dans la peau d'un enfant en bas âge qui ne peut pas ouvrir la porte de sa cellule. L'image peut paraître un peu ridicule au premier abord, mais au fond, je la trouve assez intéressante. Donc, toujours pareil, plein d'allers-retours et d'énigmes, plutôt banal pour ce niveau, à part peut-être le mécanisme de la tour d'observation qui va nous permettre de faire pivoter les étages pour réaligner les trous qui s'y trouvent et atteindre des endroits hors de portée sans ça. Des notes vont nous raconter l'histoire de cette prison qui torturait des enfants et qui avait aussi créé ces gros trous pour pouvoir jeter leurs cadavres. À la fin, on revoit le jeune Walter qui parle à sa prochaine victime, Andrew DeSalvo, qui va nous confirmer que l'enfant est bien Walter. On va voir de nouveaux ennemis, ces espèces de cordons ombilicaux qui gigotent là, et puisqu'on est à côté du trou qui servait à jeter des cadavres d'enfants, je suppose que c'est censé les représenter eux. Ce trou, il mène directement à la cuisine, ce qui suggère que les enfants mangeaient leurs congénères, mais oui, ça c'est typiquement le genre de sous-entendu qui ne fonctionne pas dans l'horreur selon moi, parce que là on est sur une interprétation de level design qui ne deviendra jamais un thème ou même juste un sujet abordé par les personnages. C'est juste là pour nous dégoûter sans avoir réellement de substance. Ça ne s'aligne pas avec les thèmes du jeu, on n'y prête pas attention dans l'histoire et c'est loin d'être un sujet léger qu'on peut juste abandonner comme ça. Bref, on retrouve juste après le cadavre de Andrew DeSalvo noyé. De retour chez nous, la douche s'est transformée en bain de sang, enfin plutôt geyser de sang. De retour dans le trou, on arrive dans le niveau des magasins, on va appeler ça. C'est un complexe d'immeubles commerciaux où on va retrouver un magasin de sport, une animalerie, un bar et une horlogerie. Et tout ça est relié à South Ashfield Heights. On rencontrera les ennemis qui m'ont le plus saoulé dans le jeu, ces espèces de singes à double face sans poils là qui font les mêmes bruits de jaguar que les chiens serpents fourmiliers.
Si on était sur un délire de thème de manipulation de corps ou de génétique à la Dr Moreau, je comprendrais, mais là c'est fou à quel point c'est n'importe quoi. Un homme tombe du ciel sans recevoir aucun dégât, un certain Richard Braintree, qui, contrairement à Cynthia, conclut que tout ça n'est pas un rêve, mais plutôt a un lien direct avec South Ashfield Heights puisqu'il y habite aussi. On va trouver notre première épée d'obéissance, des armes très limitées qui sont les seules à pouvoir arrêter les fantômes en les épinglant au sol. L'une de mes énigmes préférées se trouve dans le bar de ce niveau. On nous dit que le code d'une porte, c'est les 4 derniers chiffres de leur numéro de téléphone, numéro que l'on peut voir depuis la fenêtre de l'appartement 302. Au bout du niveau, on se retrouve devant l'appartement de Richard, mais lorsque l'on passe la porte, on le trouve en train d'être électrocuté avec à ses côtés Walter enfant. Ça ne rate pas, une fois de retour dans notre appartement, la radio nous annonce la mort de Richard Braintree, numéro 19/21, et bien sûr les empreintes des mains ont suivi. Si on fait un peu attention, depuis notre appartement, on peut voir quelqu'un qui pointe la fenêtre de notre voisine du doigt, donc Eileen dans l'appartement 303. Quelques instants plus tard, on verra un homme qui toque à la porte de ce même appartement, homme qui est en réalité Walter Sullivan, ou en tout cas sa version actuelle, que d'ailleurs on recroise dans l'escalier un tout petit peu plus tard, puisque le niveau suivant est celui de South Ashfield Heights. Il va nous donner une poupée qu'une très jeune Eileen lui avait donnée lorsqu'ils étaient tous les deux enfants, et il va nous donner le choix de prendre cette poupée ou non, ce qui est un des seuls choix du jeu qui sert pas à rien. Ne prenez pas la poupée. En gros, ça va vous rajouter des possessions dans votre appartement plus tard, et ça va être chiant à gérer, et ça va sûrement vous donner la mauvaise fin. Oui, j'ai pris la poupée, moi, la première fois. S'ensuit un niveau assez grand, avec là, pour le coup, une des pires énigmes du jeu, qui n'est même pas une énigme, c'est juste un téléphone qui sonne sans cesse jusqu'à ce que vous le trouviez. Sauf que le son ne varie pas en fonction d'où vous êtes, et les décors sont tellement fouillis niveau texture que c'est un peu compliqué de le trouver. J'ai dit que le niveau il était grand et plein de fantômes, dans des toutes petites pièces et des couloirs. On va découvrir toutes les sales petites histoires des habitants de South Ashfield Heights pour, à la fin, retrouver Eileen dans son appartement, apparemment morte rouée de coups par Walter adulte qui a été interrompu par Walter enfant. Je suppose qu'on est censé se dire que Walter enfant aime bien Eileen parce qu'ils se connaissaient quand ils étaient enfants tous les deux. Une fois de retour dans l'appartement 302, on peut voir une ambulance quitter South Ashfield, et si on regarde par le trou qui donne sur la chambre de Eileen, on a une des pires images creepy complètement vides du jeu, avec la peluche de Robbie qui est là depuis le début et qui maintenant est couvert de sang et nous tend la main ou nous pointe du doigt, je sais pas trop. C'est gratuit, c'est vide, passons à la suite. On apprend que Eileen est à l'hôpital, mais surtout, le trou de la salle de bain est maintenant clos. On doit créer un nouveau trou et j'ai tellement galéré pour cette énigme, c'est même pas compliqué, j'avais juste pas du tout compris que le nouveau trou ne serait pas dans la salle de bain mais dans la buanderie. À partir de ce nouveau trou, on se rend à l'hôpital Saint-Joseph, celui où Eileen est censée être. La cinématique qui se lance quand on arrive montre un cadavre qui apparemment a été fait sur le modèle de Claudia Wolf. Pourquoi ça je sais pas, mais hé, regarde, c'est le jeu que t'aimes bien là, c'est bien non? Ce cadavre est en train d'être manipulé par Walter qui nous fout un coup de pression pour qu'on sorte. Mais une fois qu'on revient, on tombe sur les ennemis principaux de ce niveau, que je croyais être les infirmières de Silent Hill 4, mais apparemment ce sont des patientes qui font ce bruit. Alors je sais que si elles font ce bruit, c'est parce qu'elles sont censées représenter des cadavres en décomposition, et que les cadavres ça lâche des gaz, en particulier ceux qui ont été autopsiés ou embaumés, à qui on a retiré les organes. Mais vraiment ? Il n'y avait pas moyen de trouver ne serait-ce qu'un bruit de Ro qui ressemble pas à ton cousin qui rote dans sa canette de bière au repas de Noël? Dans les faits, avec ou sans explication, ça enlève absolument toute la peur qu'on aurait pu ressentir dans ce niveau qui est déjà pas foufou. Si on rajoute à ça les fauteuils roulants hantés complètement ridicules qui vous foncent dessus dans les couloirs, on n'est vraiment pas sur de l'horreur... horreur. Le souci, c'est que c'est dans ce niveau qu'on va retrouver la deuxième image la plus marquante de Silent Hill 4, juste après la porte enchaînée. Il s'agit de cette tête géante de Eileen qui gémit et qui nous suit de ses yeux qui convulsent. Alors personnellement, je vois ça comme une tentative de faire de Henry un espèce de James Beast qui projette une attraction sur Eileen alors qu'il vient d'assister à son assassinat. On a les yeux exorbités d'une mort violente, accompagnée de cicatrices qui couvrent son visage, mais par-dessus cette image, Eileen pousse des gémissements de plaisir. On peut même pousser le vis et relier la taille gigantesque de cette tête à la naissance et à la maternité, puisque, vous le verrez plus tard, mais dans le rituel de Walter, Eileen représente la mère. Alors c'est un peu bizarre de relier les ressentis de Henry à ceux de Walter, mais pour une fois que le jeu me permet de faire des interprétations de ce que je vois, je ne vais pas me plaindre. Enfin si, c'est tout le principe de la chaîne, mais bref, je trouve ça juste dommage que cette vision qui tâte la limite entre le ridicule et l'horreur soit placée dans le niveau le plus inutile du jeu, qui est rempli des ennemis les plus...
On retrouve Eileen, mal en point mais bien vivante, on essaye de la ramener dans notre appartement, mais elle ne voit pas les trous que nous voyons depuis le début. C'est alors que l'appartement 302 commence à changer et que le reste du jeu se transforme en une éternelle quête d'escorte, où on se trimballe Eileen qui ne peut se défendre qu'avec une seule main, qui est blessée et qui ne peut donc pas courir très vite, et qui continue à porter ses putains de talons. Maintenant, en plus de revenir à notre appartement régulièrement, on descendra des escaliers en colimaçon entre chaque niveau, puisque le principe, c'est qu'on doit se rendre au plus profond de l'esprit de Walter pour découvrir la vérité. Très littéral, tout ça. Henry va avoir affaire à plusieurs possessions dans son appartement, plus ou moins efficaces niveau trouille, desquelles il peut se débarrasser à l'aide de bougies magiques qu'on récupère depuis le début du jeu. Si Henry se rapproche trop des fantômes, il perd de la vie et l'appartement ne nous redonne plus gratuitement de la vie, ce qu'il faisait depuis le début. Et à partir de là, on va refaire exactement les mêmes niveaux, dans le même ordre, et chacun d'entre eux va être hanté par les fantômes des victimes de Walter, soit celles qu'on a rencontrées, soit celles des meurtres précédents. Les fantômes des victimes que l'on connaît spécifiquement sont des ennemis stalkers qui seront présents dans l'entièreté de la map qu'ils habitent. Ils peuvent traverser les murs et sont très chiants. C'est sur eux qu'il vaut mieux utiliser les épées d'obéissance, ce que j'ai oublié de faire pour ma première partie, malheureusement. On peut donner une arme à Eileen, des armes merveilleusement sélectionnées, comme un sac à main ou même une cravache, mais le plus embêtant c'est que quand Eileen se rapproche trop des fantômes, comme pour les attaquer, elle devient possédée, ce qui fait qu'elle vous attaque. Donc il ne faut surtout pas la laisser seule dans un niveau juste pour avancer plus vite et la récupérer pour rusher vers la fin sans avoir à la supporter pendant les allers-retours. Oui, c'est ce que j'ai fait pour ma première partie. J'ai eu la très mauvaise fin. Je vous fais pas les détails, vraiment le gameplay de niveau à niveau dans cet opus est extrêmement plat et sans aucun intérêt niveau lore ou thème abordé, c'est juste du remplissage pour que le jeu dure plus longtemps. En plus des fantômes, des nouvelles victimes, on sera poursuivi par Walter lui-même qui est encore plus insupportable puisqu'il peut porter 2 armes, dont un flingue aux balles illimitées et des fois même une tronçonneuse. Chouette. On discutera un peu plus avec Walter enfant, on verra les introductions de tous les nouveaux fantômes en mode found footage qui peuvent être cool mais que je trouve très daté horreur des années 2000. Bien sûr, on a beaucoup d'infos sur le 21 Sacrement et sur l'ordre, mais globalement, on refait les mêmes niveaux, quoi. C'est très répétitif et encore plus frustrant quand on rajoute une escorte boiteuse dans des niveaux remplis d'ennemis invincibles qui vous suivent partout et dont les dégâts qu'elle reçoit va jouer un rôle énorme dans la fin qu'on aura. Et le jeu s'amuse à te foutre dans ce genre de situation. Du coup, sautons à la fin. Une fois retourné à South Ashfield Heights pour la dernière fois, Henry défonce un de ses murs sur les conseils du fantôme de Joseph qui apparaît sur le plafond et il y retrouve le réel cadavre de Walter Sullivan qui, après avoir quitté la prison, et oui je vous ai menti, on a bel et bien la réponse de si c'était le vrai Walter qui est mort en prison ou pas, pour les 2 personnes qui se rappellent de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Donc après avoir quitté la prison, apparemment en utilisant un portail magique, je déconne pas du tout, Walter s'est caché dans un mur et a réalisé le 11e sacrement sur lui-même. Et personne n'a jamais trouvé son cadavre caché dans les murs de l'appartement 302, malgré la forte odeur qu'il dégage visiblement. Le jumpscare qu'on attend tous de ce cadavre ne vient jamais, et je sais apprécier cette retenue que le jeu a rarement. Bravo. Henry découvre le passé de Walter au travers de 6 projections de son propre corps à libérer dans un complexe de South Ashfield Heights qui cette fois-ci a largement changé de sa première version, alors que Eileen se laisse attirer par Walter sûrement à cause d'une possession qu'on ne voit pas. Henry peut alors passer par le fameux portail magique qui se trouve maintenant à la place du cadavre de Walter. Il se réveille en position fétale dans une pièce voilée de rouge, un peu comme les représentations de bébés encore dans le ventre de leur mère qu'on voit souvent, et entouré de stèles qui représentent les victimes de la renaissance de Walter, donc ces 10 premières victimes. Puis Henry ressaute dans un trou parce que Silent Hill et il se retrouve devant un mécanisme à la Event Horizon qui flotte au-dessus d'une piscine de sang vers laquelle Eileen est en train de foncer. Et elle partira de plus ou moins loin et ira plus ou moins vite en fonction des dégâts physiques ou psychologiques qu'elle a pris pendant tout le jeu. Ouais, pour moi, elle a fait un sprint de ouf vers la piscine. Mais bon, Henry tue Walter en prenant des armes plantées dans ses 8 autres victimes. Donc on a eu les 10 premières, puis Walter, puis les 8 autres, et Eileen et Henry sont les 2 dernières qui font bien 21. Ces armes, on les plante dans un être gigantesque qui est à mi-chemin entre la naissance et le cadavre en décomposition que je croyais être une représentation d'un Walter en pleine renaissance, mais qui est apparemment une représentation de sa mère, puisque toutes les mères s'en mêlent dans le cordon ombilical, c'est bien connu. Et une fois qu'on a fait ça, on peut enfin faire du mal à Walter, qui pendant tout ce temps nous tirait dessus de loin, bien sûr. Henry tue Walter, et nous avons alors 4 fins différentes. Elles dépendent de si vous arrivez à sauver Eileen ou pas à la fin, et si vous nettoyez au moins 80% des fantômes dans l'appartement 302. C'est tout. Cette fois-ci, pas de points accumulés en étant plus violent ou en se prenant plus de dégâts. De la meilleure à la plus mauvaise, vous aurez la fin Escape. Walter s'écroule au sol, et avant de mourir, appelle sa mère
peut-être une dernière fois. Henry se précipite vers Eileen pour l'aider à quitter la pièce qui commence à trembler. Le jeune Walter toque à la porte de l'appartement 302 en appelant lui aussi sa mère, puis s'agenouille avant de disparaître et alors seulement la porte de l'appartement s'ouvre enfin. Henry quitte le complexe de South Ashfield Heights seul en prononçant le nom de Eileen. Peut-être il a oublié où il l'a mise, je sais pas. Le lendemain, Henry rend visite à Eileen à l'hôpital avec un bouquet de fleurs et elle suggère qu'elle va devoir trouver un nouvel appartement. Ensuite, on a la fin Mother pour laquelle il faut sauver Eileen mais pas nettoyer 80% des possessions de l'appart. C'est la même fin qu'avant avec simplement Eileen à l'hôpital qui nous dit qu'elle va retourner à South Ashfield Heights et ensuite on voit l'appartement 302 visiblement toujours possédé. Après, Eileen's death est obtenable si vous nettoyez l'appartement mais que vous laissez Eileen mourir. Même début que le reste, sans sauver Eileen bien sûr. Bébé Walter devant l'appart, maman pouf voilà. Puis, Henry se réveille dans son lit dans un appartement tout propre pour ensuite entendre à la radio que Eileen est morte suite à ses blessures. Il s'effondre en prononçant son nom. Et pour finir, la fin des 21 sacrements faisables en laissant Eileen mourir et en ne nettoyant pas son appartement. Comme son nom l'indique, c'est la fin qui permet à Walter de terminer ce qu'il a commencé. Après que Walter se soit effondré, Henry va le voir puis s'écroule à son tour en s'agrippant la tête de douleur. Il se relève alors possédé par l'esprit de Walter. On retourne dans l'appartement 302 toujours hanté où se trouve le jeune Walter qui se recroqueville sur le canapé en disant qu'il est enfin à la maison. Il ne laissera personne se mettre au travers de son chemin, il restera avec elle pour toujours. Walter adulte se tient aussi dans la pièce et la radio s'allume pour nous annoncer la mort de Eileen, de Henry et de beaucoup d'autres. Silent Hill 3 et Silent Hill 4 ont été développés quasiment en même temps chez Konami. Ça veut dire que niveau équipe de développement, on n'a pas du tout la même composition. Contrairement à une idée reçue qui circule beaucoup depuis que le jeu est sorti, Silent Hill 4 a toujours été prévu comme étant un Silent Hill. Moi-même j'y croyais dur comme fer puisque malheureusement le jeu seul ne nous aide pas à croire qu'il faisait partie de la franchise depuis le début. Vous verrez les points communs au fur et à mesure de la vidéo, mais sachez qu'il existe une interview de Masashi Tsuboyama, le directeur artistique et designer de monstres du jeu, et Akira Yamaoka, toujours compositeur, où le journaliste demande, je cite, « Est-ce vrai que The Room n'était à l'origine pas censé faire partie de la série des Silent Hill et que ça n'a été changé qu'en cours de développement ?» La réponse, du coup, en un sens, c'est vrai parce que le jeu a commencé son existence en tant que Room 302. Cependant, il devait toujours être au minimum un spin-off de Silent Hill et le plus important était de se différencier des jeux précédents. Pour sûr, si Silent Hill n'avait pas existé, nous n'aurions jamais eu l'idée de The Room, donc en ce sens, ils ont toujours existé ensemble. Je m'apprête à être pas forcément très gentil avec ce jeu. Ça sert à rien d'essayer de vous mentir, j'ai pas passé un bon moment devant. Et n'ayant absolument aucune nostalgie pour cet opus, puisque c'était la première fois que j'y jouais, pour faire cette vidéo, je ne suis pas partie avec un amour teinté de sépia pour vous parler de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans cette œuvre. Et pourtant, j'étais vraiment partie dans l'idée que j'allais l'aimer. Les seules choses que je savais sur ce jeu, c'était la liste de toutes les innovations qui avaient été faites dans cet opus par rapport aux autres de la série. Et sur le papier, je vous le dis sincèrement, je croyais que j'allais aimer. Donc, juste pour vous prévenir, tout ce qui va sortir là n'est pas venu du fait que je partais du principe que je n'allais pas aimer Silent Hill 4, parce que c'est le vilain petit canard des Silent Hill japonais. Je pensais sincèrement que j'allais l'aimer. C'est pour ça que j'avais dit dès le début que j'allais faire les Silent Hill jusqu'à Silent Hill 4. Parce que pour moi, c'était l'occasion de découvrir le jeu et de vous donner mes impressions à chaud, sans avoir aucun historique avec le jeu. Ceci étant dit, même si, comme vous allez le voir, j'ai beaucoup de problèmes avec ce jeu, force est de constater que les développeurs de Silent Hill 4 ont sincèrement et de tout leur cœur tout fait pour innover sur une licence d'horreur qui risquait de s'essouffler. Et même si la formule de Silent Hill 4 ne fonctionne peut-être pas, ils ont ouvert la porte vers de différentes pistes de développement dans l'horreur japonaise. Dans l'interview que je vous ai montrée tout à l'heure et dans une autre que je vous mettrai aussi en lien dans la description, Masashi Tsuboyama parle un peu de ce qu'est l'horreur japonaise, pas que dans les jeux vidéo mais aussi dans les films. Il décrit très bien les ambiances que les japonais arrivent à mettre en place dans l'horreur et leur amour du détail. Mais il parle aussi du fait que les développeurs de jeux d'horreur japonais sont assez réticents à partir par exemple sur des points de vue à la première personne comme ils l'ont fait dans The Room. En vrai, les deux interviews sont super cool, ils parlent très bien de tout ce qui est autour du jeu, de tout ce qui marche pas avec le jeu, notamment il parle du fait que Henry est effectivement très plat, il l'admet complètement, alors c'était parti du principe que le joueur devait interpréter eux-mêmes les émotions de Henry. Moi je trouve que ça fonctionne pas, mais l'idée est là. Pareil pour ce qui est de l'escorte, du point de vue encore une fois, et de l'orientation un peu plus action de ce Silent Hill par rapport aux opus précédents, qui étaient plus axés énigmes. L'intervieweur fait remarquer que, effectivement, il y a beaucoup moins d'énigmes que dans les autres jeux, et beaucoup plus d'action, et qu'on tue beaucoup plus de monstres globalement. Mais je vous invite à lire les réponses de Masashi Tsuboyama, parce que juste les répéter
toutes serviraient pas à grand chose. Tout ça pour dire, l'heure à venir pendant laquelle je vais vous dire des choses pas forcément très sympas, prenez-le avec un petit grain de sucre pour le coup, pas de sel, d'amour profond pour l'innovation du développement de jeux vidéo qui a été tentée, peut-être ratée, mais tentée au moins. Globalement, la maltraitance des enfants, c'est mal, l'extrémisme religieux, c'est pas bien, et Henri a autant d'émotions qu'une cuillère avec des yeux. Quoique. Plus sérieusement, le thème qui entoure Henri semble être principalement l'isolation. Il est coincé dans cet appartement avec cette porte d'entrée recouverte de chaînes qui pourrait parfaitement représenter une peur du monde extérieur, une agoraphobie extrême. Et l'appartement qui commence en étant son lieu sûr, où on pourra récupérer de la vie automatiquement, va devenir une chambre de torture où on ne va plus regagner de vie et où on risquera même de plus en plus de perdre de la vie. Depuis cette prison, on va voir la vie à l'extérieur continuer sans nous. Nos voisins vont questionner notre disparition sans vraiment chercher à nous aider. On est face à un cauchemar d'agoraphobe qui regrette de ne pas participer au monde à cause d'une phobie qui les contrôle. Le souci que j'ai avec ce thème en particulier, c'est que Henri lui-même n'a pas du tout l'air de vivre cette phobie ou d'avoir eu ce souci d'isolement extrême. Le thème, les images et même les mécaniques de jeu qui en découlent sont très bien trouvées, mais le scénario ne l'utilise pas du tout puisque le point de focalisation de l'histoire n'est pas Henri, mais Walter et son rapport à la religion et à la mère. C'est la première fois que ça m'arrive avec un Silent Hill, mais pour être totalement honnête avec vous, les autres personnages, autres que Walter Sullivan, je veux dire, n'ont pas grand intérêt dans l'histoire. La seule chose qu'on sait de notre héros, c'est qu'il allait souvent à Silent Hill quand il était petit. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'il aurait éventuellement oublié, volontairement ou non? On ne le sait pas. Et niveau personnalité, je déconne pas quand je dis qu'on n'a rien. Pas un défaut qu'on pourrait découvrir au travers de ses interactions avec les autres personnages, ou même les objets qui l'entourent. Aucun rapport avec l'antagoniste et son armée de fantômes, aucun trait d'humour, et sincèrement, aucune alchimie avec Eileen ou les autres personnages. Je ne dis pas que Henri est vide simplement pour la blague, il est même pas mal écrit, il est pas écrit. Donc, Walter. On voit dans le jeu que plusieurs niveaux sont reliés par cette espèce de cordon ombilical, l'élément qui est censé relier un enfant à sa mère, mais qui a été délaissé, tout comme Walter, par ses parents à sa naissance. Cordon qui va mener jusqu'au boss final, qui est entouré de ce même cordon qui, on le suppose, n'est jamais coupé dans aucun niveau. Il part du niveau du métro et va continuellement jusqu'en bas des escaliers en colimaçon qui représentent l'esprit de Walter. On a aussi la fameuse tête géante de Eileen qui peut faire penser à la naissance. Il y a aussi, plus rarement disons, parce que subtilement c'est pas le mot, un thème animalier dans le jeu avec tous ces ennemis qui poussent des cris d'animaux différents et qui sont des espèces d'amalgamation de différents corps. Alors je l'ai pas vu quand j'ai joué, je vais être honnête, mais selon le directeur artistique du jeu, donc Masashi Tsuboyama, tout ce qu'on voit dans le jeu fait partie de l'esprit de Walter. Tout a un lien avec sa vie ou sa psyché. Donc en partant de ça, et avec les indices qu'on trouve dans le jeu qui nous font dire que Walter, avant de tuer des gens, comme beaucoup de tueurs en série en devenir, s'en prenait aux animaux, on peut peut-être voir que ces bestioles représentent les animaux qu'il a torturés ou tués. Je sais pas où il a trouvé un jaguar et ce qu'il lui a fait, mais passons. Pareil pour les Rubberhead, qui est le nom des singes jaguars là. On peut voir une seconde tête qui sort de leur torse, ce qui pourrait être relié avec les meurtres de Walter, avec le placement des chiffres sur le torse, pareil, qui lui ont permis de renaître plus fort. Ok, tout ça là, ça vient pas de moi, c'est des interprétations que j'ai trouvées sur internet parce que punaise que ces ennemis étaient juste complètement random et ridicules pour moi. Pareil pour les patientes qui rotent et les jumeaux qui gémissent. Le thème que je trouve à la fois beaucoup plus visible et beaucoup plus subtil, c'est celui de la religion. Walter, tout au long du jeu, va volontairement parler comme... Attends. Comme un prédicateur. Comme quelqu'un qui te ressort des textes religieux en boucle pour justifier absolument tout dans sa vie. Ses choix, ses actes, ses convictions, tout. Même si personnellement je trouve ça un peu dans ta face comme message, ça reste un message. On est face à un jeune adulte qui a été endoctriné toute sa vie dans une religion qui va lui permettre de commettre des actes atroces, tout en étant convaincu de faire le bien. Le parallèle se fait plus facilement avec la religion chrétienne, puisque les textes cités par Walter sont formulés dans ce vieil anglais qu'on retrouve dans les traductions anglo-saxonnes de la Bible, mais aussi parce que dans le lore de Silent Hill, l'ordre est un mélange d'extrémisme chrétien et de croyances natives américaines. Puis on a Walter qui meurt littéralement sur une croix et puis qui ressuscite
suite plus tard. Donc, le sujet est très difficile à naviguer, mais pour moi, même si le parallèle avec l'extrémisme, et j'insiste sur le terme extrémisme chrétien est évident, Walter peut représenter n'importe quel enfant maltraité et bombardé toute sa vie de croyances violentes et qui a dégénéré en criminel, lui-même violent. On pourrait croire que c'est un schéma rare, malheureusement ça ne l'est pas. Dans le panthéon de Silent Hill, je trouve que Walter ressemble le plus à Claudia Wolf. Ce sont des enfants qui n'ont eu aucun mot à dire sur la vie qui leur a été donnée. Ils sont nés au mauvais endroit, avec les mauvais parents, très littéralement dans la mauvaise ville. Et que ce soit à cause de l'ordre ou à cause de conditions psychiatriques préexistantes, ils sont devenus extrêmement violents. Ceci étant dit, en comparant les deux, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que Claudia est mieux expliquée, mieux écrite dans ses dialogues, ses interactions avec Heather, notamment parce que Heather est elle aussi un personnage 1000 fois plus profond que Henry, et même dans son design, je la trouve plus intéressante. Je crois que ce qu'ils ont essayé de faire avec Walter, là où Claudia a un design de sorcière, lui a un design de tireur de masse. Ce qu'il est, même s'il n'utilise pas tout le temps un flingue. Le long manteau qui le définit tout au long du jeu, à tel point que les autres personnages l'appellent l'homme au manteau, fait school shooter. C'est le cliché de design lié à ces jeunes violents. Les cheveux longs aussi, mais à moindre échelle. Ça peut aussi faire appel à une image de gourou religieux. Mais vraiment, je trouve ça un peu naïf et brouillon. D'ailleurs, tous les designs de costumes du jeu suivent cette direction. Henry porte juste une chemise et un jean, c'est même plus simple que ce que portait Harry dans Silent Hill 1. Les deux persos féminins ont des costumes et des modèles qui se ressemblent beaucoup, puisqu'il fallait qu'elles soient jolies, donc jupe, robe dans le ton pourpre, décolleté, même leur coupe de cheveux de loin se ressemble. Et pour les gars, c'est pas mieux. Le seul qui sort du lot, c'est Jasper, parce qu'il est plus maigrichon que les autres et qu'il porte un haut pas bleu clair. Henry, Richard Braintree et Andrew DeSalvo, les trois autres mecs avec qui on va parler dans le jeu, ont tous des hauts bleu clair. Je comprends même pas comment tu peux ne pas voir que c'est un problème dans un jeu d'horreur où ce sont les seuls personnages que tu vas croiser et où tu vas chercher à fuir ces ennemis spécifiquement puisqu'ils sont invincibles. Et ils ont chacun des attaques différentes qu'on peut éviter de différentes façons. Il faudrait quand même qu'on puisse les distinguer en un seul coup d'œil. Jasper est le personnage le mieux designé. Ce gars-là, comparez ça au line-up des personnages qu'on a croisés dans les autres opus, même dans celui sur PS1, à coups de pixels de la taille de mes fesses, on les reconnaît mieux. Je ne parle pas de complexité de costume, ni même de corpulence plus variée, puisqu'on est sur une vieille console, et une période où imaginer des nanas pas fichues exactement comme ça, c'était absolument inconcevable, voyons, c'était pas mieux avant. Mais des variations de couleurs, de coupes, de types de vêtements. On n'invente pas un nouveau Pyramid Head là, ces gens sont censés être des gens, donc on peut pas péter les plombs niveau taille, costume, animation, texture, mais quand même là, il y a vraiment pas grand chose. Mais oui, j'étais censée parler des thèmes traités par le jeu qui, vulgairement, sont donc l'extrémisme religieux et la maltraitance des enfants qui se retrouvent là-dedans. Ceux qui sont des sujets qui ont été déjà largement creusés dans les opus précédents, plus particulièrement dans Silent Hill 1 avec Dahlia et Alessa et dans Silent Hill 3 avec Claudia et son père, voire même un peu avec Vincent. Silent Hill 3 nous offre même une représentation particulièrement sympathique de ce que peut devenir un enfant que l'on laisse vivre en dehors de l'ordre avec Heather qui, si vous aviez zappé, est une autre version d'Alessa. C'est plus compliqué que ça, mais allez voir la vidéo. Ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour créer une histoire qui traite à nouveau des mêmes sujets sans vouloir se répéter. Une des premières philosophies de design que les devs ont mises en place pour créer Silent Hill 4, c'est l'innovation. Ils ne voulaient pas répéter la même formule que dans les précédents opus, ce qu'ils ont réussi à faire quand il s'agit de game design, ça on ne peut pas leur enlever. Mais alors pourquoi ne pas essayer de varier aussi les thèmes? Pourquoi repartir sur exactement les mêmes, qui plus est moins bien traités qu'avant? Claudia est pleine de nuances. Walter, pas vraiment. Il y a un monde où on peut finir Silent Hill 3 et être triste pour Claudia et sa vie de cauchemar. Je ne finis pas Silent Hill 4 en étant triste pour Walter. Il a tué 19 personnes au minimum quand on finit le jeu, dont 2 enfants. Je ne finis pas Silent Hill 4 en ressentant autre chose qu'une justice rendue contre un personnage qui aurait dû être tragique mais qui ne l'est pas. Il est né, a été abandonné sur place, il a été torturé avec d'autres orphelins, il a été choisi avant même d'avoir appris à marcher pour devenir le bourreau de dizaines d'innocents, tout ça pour une religion qu'il n'a pas choisie. Il cherche juste une mère, les devs vont jusqu'à nous montrer l'enfant innocent qu'il était pour essayer de tirer sur la corde sensible. Ce qui ne marche pas. En tout cas, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Encore moins une fois que j'ai découvert les détails de tous les meurtres qu'il a commis, et surtout, détail important si on voulait s'attacher à ce mec, il tue les gens qui l'obligeaient à commettre ces meurtres en premier. Il n'avait plus aucune pression extérieure pour lui forcer la main. Et pourtant, il a
continuer à tuer constamment jusqu'au meurtre auquel on assiste dans le jeu. Et en plus de continuer, il est particulièrement sadique dans sa façon de faire, en mettant en scène ces meurtres. Pas seulement pour ceux qui découvriront les scènes, mais aussi pour les victimes qui s'apprêtent à être sacrifiées. Il ne peut plus gagner aucune sympathie pour moi, et pourtant quand on voit les cinématiques de fin, le fait que la mort de l'enfant Walter prenne autant, voire plus d'importance que la mort de Walter adulte, et même plus que la mort de votre compagnon, vous savez, la nana que vous avez protégée pendant 10 heures là, selon moi, ça montre que pour les devs, cette mort est censée être tragique. C'est triste. Regarde le bébé. Je suis peut-être dans la minorité, je sais pas, mais pour moi ça se voit à mort que c'est une tentative désespérée de nous faire ressentir quelque chose pour ce gars à la toute fin de notre expérience de jeu. Donc on a d'un côté ces idées de maltraitance religieuse et autres que le personnage a vécu, mais aussi cette espèce de cliché de tueur en série trop cool et trop impressionnant. Regarde, il a mis en scène un anniversaire pour tuer quelqu'un, il parle de manière trop cryptique. J'en parlais dans les vidéos sur Hannibal Lecter de ce culte qu'on voue aux tueurs en série dans la fiction et dans la vraie vie, et j'ai un peu cette impression que Walter était censé être un de ces tueurs qu'on met sur un piédestal. Mais les fictions pour lesquelles cette idée a fonctionné ont généralement placé énormément de leurs efforts d'écriture dans le personnage qui fait face au tueur. Et si c'est pas le cas, on est sur des films ou des séries où on suit exclusivement le tueur et où on passe tout notre temps à essayer de le comprendre. Là, dans Silent Hill 4, on a aucun des deux, ni le protagoniste passionné par son enquête, ni le tueur qui essaye de nous mettre dans ses pompes. À vouloir avoir un tueur ultra violent et un tueur attachant sans se focaliser sur l'un ou l'autre, Silent Hill 4 s'en mêle les pinceaux, le beurre, l'argent du beurre, tout ça. Bon déjà, The Room, l'idée d'un hub sécurisé dans lequel on change de perspective et de gameplay qui va petit à petit se transformer en un endroit plus du tout safe dans lequel vous pourrez prendre des dégâts que vous devez exorciser et qui existe en parallèle de l'autre monde de Silent Hill, c'est une super idée, sur le papier. Non parce que là les fantômes qui hantent votre appartement, il y en a pas beaucoup, donc la première fois que vous les voyez ça risque de vous faire un petit peu peur, mais au bout du 14e enfant qui pleure, on commence légèrement à s'en foutre. Ce que j'ai adoré, par contre dans cet appartement, sans mais par contre peut mieux faire, ce sont les textes descriptifs des objets de l'appartement qui changent de manière parfaitement graduelle, et ce même avant que les possessions ne débutent dans l'appart. De vacances de rêve passées à Silent Hill, on passe à décors étranges, puis lieux hantés qu'on vient de visiter dans l'autre monde. Du bloc d'appartement dans lequel on vit, on commence à parler de l'intendant qui nous a filé la photo, puis de la tragédie qu'a vécue sa famille à Silent Hill et que l'on connaît bien en tant que joueur. Bon, par contre le trou pour observer Eileen, il sert jamais à rien, il est super creepy pour aucune raison, ni dans le lore ni dans le gameplay. C'est un jeu de gêne sur le voyeurisme qui n'a aucun intérêt à part faire appel à une imagerie qui nous dérange par ses implications qui d'ailleurs ne sont jamais assumées dans le jeu. Ni Walter, ni Henry, ni même Joseph ne disent ouvertement ce qu'on imagine avec ce trou là. Je déteste l'exploitation des personnages féminins dans ce jeu, et oui, le mot exploitation est tout à fait volontaire malgré le fait qu'elle soit fictionnelle. Le Judas et les fenêtres suffisaient très bien à observer nos voisins. Je suis un peu déçu que les fenêtres soient pas plus utilisées. On a juste le numéro du bar qui sert pour une énigme très fun, la montgolfière Robbie qui fait un caméo encore plus inutile que la peluche de Eileen là, et les ambulances qui viennent chercher les cadavres de temps en temps. J'aurais adoré plus d'énigmes basées sur cette vue de l'extérieur, ou plus de scénarios qu'on découvre comme ça aurait été trop cool. Ensuite, les fantômes. Contrairement à mes nombreuses onomatopées hurlées devant la lune quand je jouais au jeu, les fantômes sont une idée innovante pour la franchise et qui pourrait coller au lore vu la présence de l'esprit d'Alessa partout dans les jeux, même si ça rend la puissance d'Alessa suggérée par le fait qu'elle parvient à exister sans forme physique à Silent Hill uniquement parce que sa mère l'a élevée pour être puissante dans l'ordre et qu'elle ait été au centre d'un rituel puissant et traumatisant, vachement moins unique. Du coup, je parle pas de Walter, hein. Lui il a des circonstances qui ressemblent beaucoup à celles d'Alessa finalement, ce qui pourrait totalement justifier de la puissance de son fantôme. Non, je parle des autres fantômes. J'ai du mal à croire que Silent Hill et Ashfield ne soient pas juste complètement remplis d'esprit vu le nombre de rituels que l'ordre met en place, notamment ce même rituel des 21 sacrements là, celui qui garde les fantômes actifs. Dans le lore, on nous dit que d'autres avant Walter avaient essayé de le réaliser, et vu l'âge de la ville et la promesse combinée du retour de la déesse et de la possibilité de ramener quelqu'un à la vie, oui désolé mais pourquoi il n'y a pas de fantômes dans les autres opus? Je sais que c'est facile comme critique, mais c'est le problème principal qui arrive quand on essaye de rajouter du lore, et encore plus du lore aussi éloigné de celui d'origine. Une idée que j'aurais trouvée personnellement plus intéressante
que ces fantômes de gens qui, en dehors du fait qu'ils flottent, sont juste des gens normaux, ça aurait été de créer des designs de monstres à partir des victimes et de la façon dont elles sont mortes, et d'en faire ces ennemis immortels qui nous stalkent continuellement. C'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr, mais j'aurais trouvé ça plus logique avec le lore qui existait déjà. Ça aurait même pu nous faire douter de la nature des boss qu'on a croisés dans les jeux précédents. Est-ce que eux aussi étaient des fantômes, des vrais gens qui sont morts à cause de l'ordre? Ça colle même très bien à un monstre qu'on a croisé dans Silent Hill 3, Leonard Wolf, qui parle, qui était un homme mais qui est devenu un monstre. Et en plus ça permet de créer des visuels vachement plus marquants qu'une série d'hommes et de femmes qu'on ne connaît pas et qui ont des designs extrêmement similaires. Et ça aurait pu mettre bien plus en avant leurs pouvoirs respectifs, et même leurs histoires. C'est que des hypothèses tout ça bien sûr, mais je trouve qu'avec l'idée de base qu'avaient les devs et en gardant en tête les limitations de la console, il y avait moyen de faire une suite vraiment plus marquante. Parce que je suis sortie de ce jeu un peu vide. Dans la longue liste des victimes de Walter, je ne me souvenais plus que de Walter lui-même, de son histoire, de ses motivations, de sa mort, et rien d'autre. On est face au Silent Hill le plus violent techniquement, c'est dans celui-là qu'il y a le plus de victimes. Et quand on lit le lore en dehors du jeu, Walter est de loin le pire monstre que l'ordre ait jamais créé. Mais en ne prenant en compte que les jeux, sans aller chercher autre part, je suis bien plus marquée par Dahlia et la courte vie de torture qu'elle a offert à sa fille, Lisa et les regrets qui l'ont suivi jusqu'à sa mort, Angela qui après une vie en enfer en a pris le contrôle de la seule façon qu'elle avait, James et sa relation compliquée avec la mort, la culpabilité, le sexe, le meurtre, le suicide, l'alcool, ou même Claudia et une vie suivie d'une mort dédiée à sa meilleure amie et au culte qui l'a tuée, avec toutes les contradictions que ça implique. Merde, même Vincent et son attitude de petit con prétentieux m'a plus marqué que n'importe quel personnage qu'on peut trouver dans Silent Hill 4. Je l'ai dit bien trop de fois déjà, mais un jeu c'est une quantité énorme de petits blocs qui doivent s'emboîter parfaitement pour que ça fonctionne. Et pour la licence des Silent Hill, en tout cas pour les 3 premiers, tous ces blocs reposaient sur une base solide d'écriture. Ce sont des jeux narratifs par nature, c'est pour ça que des combats ou des déplacements pas du tout intuitifs ou ergonomiques ne gênent pas. J'ai même déjà longuement expliqué pourquoi ça va dans le sens de l'histoire, donc ça ne fait qu'augmenter l'immersion dans cette même histoire. Et dans ce 4e opus, c'est pareil, l'histoire de Walter est à la base de tout, et elle est intéressante, même si un peu brouillonne à certains moments. Sauf que notre héros n'a rien à voir avec ça. On reçoit des pages de journal de quelqu'un qui en avait quelque chose à foutre. Henry, lui, il est comme le joueur. Il passe d'un niveau à l'autre sans se poser de questions, à juste suivre les couloirs et faire ce qu'on lui dit, sans se dévoiler, sans réagir, sans s'attacher. C'est Henry qui, pour moi, fait s'écrouler tous les blocs du jeu. Henry et son jeu d'acteur complètement à chier. C'est pas le seul, hein. Les autres acteurs sont pas ouf dans le jeu, mais là Henry c'est vénère quand même. Hein. Mais même les autres blocs sont franchement pas stables. J'ai dû aller lire le lore en dehors du jeu pour découvrir que dans le rituel des 21 sacrements, on est censé choisir des victimes qui ont péché, qui représentent un concept moral ou intellectuel, et qui ont un lien avec la personne qui accomplit le rituel. Ce qui est logique, puisqu'avec ce genre de ressort scénaristique où on offre de ressusciter quelqu'un, on préfère souvent faire payer un prix trop grand, donc tuer 21 personnes qu'on connaît pour en ramener une, en rajoutant la difficulté des péchés et de ce que la personne représente. Ce que personnellement je trouve un peu overkill. Mais bon, sauf que les gens qui ont écrit ce jeu ont eu tendance à faire les choses qu'à moitié. Laissez-moi donc vous dresser la liste des victimes de Walter. Un peu long, pardon d'avance, mais en même temps c'est le rituel le plus long du monde avec ses 21 sacrifices là. Sur le site officiel de Silent Hill 4, celui qui existait en japonais au moment de la sortie du jeu et qui visiblement n'existe plus, ou en tout cas je l'ai pas trouvé, je ne me base que sur un vieux forum qui date de septembre 2004 pour vous dire shout out à Raziel75 pour sa retranscription et visiblement traduction personnelle du site. Il y a quelque chose de beau dans le vieux internet où tout était fait par des vrais gens. Bref, Raziel nous dit donc que sur le site officiel du jeu, on pouvait trouver une liste détaillée des victimes de Walter Sullivan, dans l'ordre et avec toutes les informations disponibles sur chacun d'entre eux. Cette liste m'a l'air d'être juste vu les informations qu'on a dans le jeu et les autres trucs que j'ai pu trouver par-ci par-là. My bad si c'est pas le cas, n'en voulez pas à Raziel, notre messie venu de temps immémoriaux. Alors petite note au montage, hein, après coup j'ai trouvé en anglais sur silenthillmemories.com la même liste et Raziel75 avait bel et bien fait un beau travail d'archivage, donc je laisse la petite note sur lui quand même. La première victime de Walter Sullivan était Jimmy Stone, surnommé le Diable Rouge. Souvenez-vous, il faisait partie du message final de Walter avant qu'il ne disparaisse de sa cellule. Jimmy Stone est un descendant du révérend Stone, qui était un fervent chrétien et aussi le fondateur de la secte de Valtiel. Pour ceux qui sont perdus, c'est exactement pour vous que j'ai fait cette petite vidéo, là, croyez-moi, vous allez être plus à l'aise après. Même ensuite, vous revenez. Hein. Jimmy Stone, quant à lui, a continué dans les pas de son aïeul. Il est l'un des bourreaux ou exécuteurs de la secte de Valtiel, ceux qui portent des capuches rouges sans trou pour les yeux, histoire de ne pas poser leur regard sur les meurtres rituels qu'ils commettent pour cette secte-là.
Oui, il y en a plusieurs. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller voir celle-là? Ok. Jimmy Stone avait ordonné à George Rosten d'élever Walter Sullivan avec les croyances strictes de la secte de Valtiel, et avec Dahlia, il devait l'endoctriner pour qu'il réalise le rituel des 21 sacrements. Sauf que Walter a fait sa propre petite tambouille avec ses histoires d'appart et de maman, et sûrement une bonne dose de trauma autour des adultes de l'ordre. Jimmy a donc été sa première victime, tuée d'une balle dans le dos et une dans la tête. Je mets une pastille de couleur sur chaque victime, vous allez voir pourquoi plus tard. La deuxième victime de Walter fut Bobby Randolph, un ado fan d'horreur qui traînait souvent avec Jasper Guin et Sean Martin, qui lui sera la troisième victime. Ils ont eu le malheur de surprendre une conversation où ils ont eu vent d'une personne encore plus sainte que la Vierge Marie, qui se trouverait à Silent Hill, mais qui pourrait tout aussi bien être un diable et qui irait au collège, donc il parlait sûrement d'Alessa à ce moment-là. Le jour de leur mort, Bobby avait annoncé qu'il allait partir à la recherche d'un diable. On n'a pas trop de détails, mais un livre sur l'occulte et le paranormal a été retrouvé près de leur corps et ils sont tous les deux morts étranglés. Steve Garland, c'est l'un des fantômes qu'on retrouve dans le magasin pour animaux puisqu'il en était le propriétaire. Lui, il est lié à Walter parce que ce dernier, quand il était gamin, avait fait tomber une des cages sur le chien de Steve, Kitty. Et si on interprète un petit peu tout ce qu'on nous dit dans le jeu, on peut supposer que peut-être Walter Sullivan torturait des animaux qui venaient de cette animalerie, mais ça c'est vraiment pas sûr. Lui, cette fois-ci, il est mort à coups de mitraillette, criblé de partout sauf sur le cœur, puisque Walter devait le récupérer. George Rosten, ceux qui suivent le reconnaîtront, il était le bras droit de Jimmy Stone et devait éduquer Walter à l'orphelinat. Mais il était aussi le prêtre de la secte de la Sainte Mère, c'est donc dans Silent Hill 4 qu'on commence à voir que les différentes sectes de l'ordre ne sont pas forcément ennemies et ont éventuellement un ordre d'importance entre elles. Ici, la secte de Valtiel a notamment été créée de toutes pièces afin de faire médiation entre la secte de la Sainte Mère et la secte de la Sainte Femme, qui elle a été créée par Dahlia. George souhaitait endoctriner un enfant en particulier pour qu'il accomplisse le rituel des 21 sacrements à sa place. Parce que si j'ai bien compris, tu dois mourir à la fin. Ou peut-être qu'il voulait juste pas le faire, c'est pas clair. Il a donc choisi Walter et est parvenu, à l'aide sûrement d'un autre rituel, parce que l'ordre en a beaucoup trop pour un culte qui a même pas 2 siècles dans la narration, il a réussi donc à infiltrer l'esprit de Valtiel dans celui de Walter pour que l'ange guide ses pas. Manque de peau pour lui, l'ange il a décidé que George poubelle, un coup de tuyau en métal. D'ailleurs j'en profite pour le dire là, mais c'est jamais vraiment dit si Walter est réellement possédé ou si c'est juste sa propre psychose qui le pousse à tuer, quoi. On sait pas si c'est Valtiel ou si c'est Walter. Bref. Billy Locane était un enfant en école primaire, alors que des gens repeignaient le toit de Billy d'un bleu qui rappelait la Méditerranée, il jouait dehors avec sa balle. Alors que le ciel devenait sombre, le père de Billy est allé le chercher pour qu'il rentre avant la pluie. Le petit se cachait dans un buisson et quand son père l'appelait, il refusait de bouger. Lorsque son père s'est approché de Billy, il l'a trouvé mort, tué à coups de hache. Dans la rue, alors que le père de Billy restait tétanisé par la vue du corps sans vie de son fils, sa mère, elle, trouva une vision identique du corps de sa petite sœur, Myriam, tuée elle aussi à coups de hache. Il n'est dit nulle part comment William Gregory est mort. Tout ce qu'on sait, c'est que Walter lui a emmené une montre à réparer, il a compris qu'elle n'était pas normale au premier coup d'œil, il a ensuite fait un rêve étrange avec un ballon de volée, un petit chaton, ou Kitty, qui miaulait désespérément, un repas copieux avec un gâteau d'anniversaire, une pièce à l'envers, un billard qui se joue tout seul. Toutes ces images sont des prémonitions, soit des meurtres eux-mêmes, soit de ce que Henry va vivre pendant le jeu. Malheureusement, il a été poignardé à coups de tournevis avant de réussir à interpréter son rêve. Eric Walsh est le barman dans le même complexe d'immeubles que le magasin pour animaux, celui de montres et celui de sport. Tous ces meurtres se sont déroulés le jour de son anniversaire et quel ne fut pas son plaisir lorsque le propriétaire du bar lui annonça le meurtre violent de Steve Garland, pas parce que c'était un salaud mais parce que ça voulait dire qu'il pouvait rentrer plus tôt. Arrivé chez lui, il se retrouve devant un énorme gâteau d'anniversaire qui lui fut offert non pas par sa famille mais par Walter Sullivan. Il a été retrouvé avec une balle dans la tête. Comme vous le savez déjà, le corps retrouvé par la police dans la prison de Silent Hill n'était pas réellement celui de Walter. Non, son vrai corps n'a jamais été retrouvé puisqu'il était tranquillement caché dans l'appartement 302. Le portail magique, tout ça. Le rituel de l'Assomption peut en théorie être réalisé à l'aide du texte sacré, d'un prisme blanc, d'un gobelet en obsidienne et de 10 cœurs. On dit que le seul qui pouvait réaliser ce rituel est celui élevé par George Rosten, donc on peut supposer que c'est un rituel qu'il était le seul à connaître. Tout ça pour dire, Walter s'est suicidé et s'est transformé en fantôme pour accomplir la suite. Après la mort de Walter, les meurtres avec le même modus operandi, à savoir les chiffres gravés sur le torse, ont continué. Mais on s'approche de plus en plus du surnaturel à partir de là. Par exemple, Peter Waltz venait d'acheter de la marijuana à un prêtre d'Ashfield, Toby Archbold, puis il a décidé de grimper à une échelle de secours menant à un hôtel devant ses potes et
et il a disparu, jusqu'à ce qu'on retrouve son corps battu à mort. C'est aussi à partir de là que les scénaristes nous disent que les meurtres ont un thème. Ici, c'est censé être le néant. Alors si je tire très fort les cheveux, je pense que je peux lier l'abus de bœuf à un vide émotionnel à remplir si je me mets dans les godasses d'un scénariste japonais qui serait méga anti-drogue puisque le pays est très strict là-dessus. Peter est aussi décrit comme n'ayant aucun courage, à part quand il fume, ce qui jouerait bien avec cette idée d'être vide sans ça. Mais c'est un peu abusé, même pour moi, j'avoue. Surtout que c'était juste un lycéen, c'est un peu cruel comme message à envoyer de la part des scénaristes. Genre, t'es paumé au moment où tout le monde te répète que ton avenir se joue maintenant et que le reste de ta vie dépendra de tes choix, même si personne ne peut t'expliquer comment ça marche. Tu es le néant. Voilà. Sharon Blake, quant à elle, est une mère au foyer qui était convaincue que l'église de Silent Hill était une complète fraude. Elle s'y rendait souvent pour essayer de voir sa famille qui, selon elle, avait été enlevée par l'église. Un jour, elle décide de se rendre à l'orphelinat de Wish House pour essayer de les trouver. Elle est passée par les bois et c'est là que son corps fut retrouvé noyé. Sharon est censée représenter les ténèbres. Pareil, ici, si on essaye vraiment, on doit pouvoir relier ça à l'état d'esprit dans lequel elle était après la disparition de sa famille. Mais à aller savoir pourquoi, j'ai la sensation que les ténèbres en question, ça représente plus le lieu où elle est morte et la façon dont elle est morte. La forêt sombre et se noyer dans une eau sombre, tout ça, mais là aussi je suis pas tout à fait convaincue. Toby Archbold, le prêtre qui vend de la bœuf là, était un prêtre de la secte de la Sainte Mère qui, après la mort des deux autres prêtres de la secte de Valtiel, Jimmy Stone et George Rosten, s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de devenir calife à la place du calife. Il a commencé à faire des business chelous, dont la vente de drogue, pour que sa secte gagne de l'influence. Il a plus tard commencé un autre business de tourisme, cette fois-ci à Silent Hill, et c'est lui qui a réouvert l'orphelinat de Wish House aux orphelins. Je sais pas quand il a fermé, me demandez pas, je sais pas comment c'est possible qu'il soit passé de la vente de drogue en direct dans la rue au tourisme et à la philanthropie d'orphelinat en 2-2, puisque Peter, je le rappelle, c'était il y a pas si longtemps, alors que les deux prêtres, c'était il y a des années. La chronologie est très fouillie dans cet opus, je vais pas vous mentir. Alors Toby est censé représenter la tristesse. Un prêtre qui s'est mis à vendre de la drogue dans la rue, pas parce qu'il avait besoin de thunes, juste parce qu'il voulait que les gens le connaissent, lui et sa secte là, et qui a réouvert un orphelinat connu pour torturer des enfants, et qui a gagné les honneurs dans la ville de Silent Hill grâce à ça d'ailleurs. La tristesse. La mère de famille désespérée, c'est les ténèbres, mais lui, il est triste. Vous le sentez venir là, le concept aux fraises? Ah, il est mort en tombant du haut d'une falaise. Joseph Schreiber est le fameux journaliste qui va nous raconter l'histoire tout au long du jeu. Il a commencé à s'intéresser à Silent Hill à cause de rumeurs autour d'un culte, notamment celle lancée par une mère de famille qui aurait vu son fils kidnappé par l'ordre. Il a écrit un long article pour mettre en lumière ce culte, puis il s'est mis en tête de suivre l'affaire Sullivan. Il a aménagé dans l'appartement où ce dernier est né, puis comme Henry s'est retrouvé dans l'autre monde de Walter. Il a rencontré les mêmes décors, les mêmes personnages, bref, il a vécu les mêmes aventures, mais a fini par disparaître. Son corps n'a pas été retrouvé, et on ne sait pas comment il est mort, mais on retrouvera son fantôme qui hante toujours l'appartement. Et qui, sans explication, est le seul qui peut encore parler et rester gentil, parce que pourquoi être logique quand on a besoin d'un Deus Ex à la fin de son jeu? Il est censé représenter le désespoir. J'abandonne, à ce stade on est juste censé accepter ce que nous disent les scénaristes sans poser de questions. 4 ans s'écoulent avant les prochains meurtres. À partir de là, on y assiste directement dans le jeu. Cynthia a été tuée dans le métro, poignardée plusieurs fois, et elle représente la tentation, parce que selon Silent Hill 4, si t'es une femme, t'es soit une mère, soit une tentatrice. Je déconne pas, voilà les 3 adultes de toute l'histoire. Pas du jeu, hein, de l'histoire, parce qu'en vrai on en croise que 2. Et non, je ne compte pas la mère de Walter là-dedans, parce qu'elle n'est que le concept flou d'une mère, contrairement à son père qui a le droit à des dialogues. J'en ai un peu parlé, mais avant de rencontrer Jasper, on trouve une note écrite par ses soins laissée dans sa voiture qui dit qu'il est de retour à Silent Hill après des années et que cette fois-ci, il va peut-être trouver le diable, suggérant qu'il cherche bien le meurtrier de ses amis. Jasper Glynn meurt brûlé vif dans la forêt de Silent Hill et il représente la source. Vous savez quoi? Allez vous faire foutre. Andrew DeSalvo meurt noyé dans la prison de Silent Hill et il représente la surveillance. Là c'est logique puisqu'il était le gardien des enfants de la prison. Il les surveillait en permanence depuis une espèce de panopticon modifié sur plusieurs étages. Richard Braintree, lui, meurt électrocuté à South Ashfield. Il représente le chaos. Là aussi ça peut marcher, on ne connaît de lui que sa violence et sa haine des enfants. Il avait notamment battu un jeune qui faisait chier à South Ashfield Heights. Aileen meurt en théorie, battue à mort dans son appartement et elle représente la mère. Vous vous souvenez mon schéma des persos féminins, hein? Bon alors, je vais être sympa. Aileen est censée avoir connu Walter quand il était petit alors qu'elle était plus jeune que lui. Elle lui a offert sa poupée, donc je peux supposer qu'il a projeté son besoin d'une figure maternelle sur elle puisque quand ils se sont rencontrés, elle était toute heureuse à tenir la main de sa mère à elle. Et il se trouve qu'elle habitait juste à côté de
de l'appartement qui serait la mère de Walter. C'est tarabiscoté comme projection, mais vas-y, ça le fait. C'est vrai qu'imaginer qu'il projette ce besoin de mère sur, je sais pas, la mère aimante de la petite fille qu'il a rencontrée paraît impossible. Après tout, ça aurait demandé de créer un personnage féminin qui ne rentre peut-être pas dans les canons de beauté de l'époque. Bref. Et enfin, Henry Townsend, notre héros haut en couleur, est censé mourir en dernier. Pourquoi lui plutôt que la victime qui est censée représenter la mère qui devrait ressusciter suite au rituel? Pourquoi il a autant d'importance alors qu'il n'a aucun lien avec Walter? Pourquoi, au grand pourquoi, il est censé représenter la sagesse? Lui, la sagesse! Joseph, c'est la sagesse, pas Henry. Henry, c'est le néant absolu. Avant de parler des petites couleurs là, je me dois de souligner une chronologie qui part en couille à chaque étape là, en particulier sur les premiers meurtres. On apprend que Walter a tué 10 personnes en 10 jours, entre Silent Hill et Ashfield. Ce qui me perturbe, c'est entre les victimes 4 et 10. Il a tué 2 gars dans les immeubles à Ashfield, est allé tuer 2 enfants à Silent Hill, puis il est revenu dans les mêmes immeubles à Ashfield pour tuer l'horloger et préparer un anniversaire à un barman lambda. Sachant que tout ça se passe dans la même journée puisque c'est le jour de l'anniversaire du barman. Il y avait moyen de rendre ça juste logique. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les victimes en rouge sont celles que Walter connaissait bien, en violet celles qui l'ont rencontré de loin ou interagi juste une fois avec lui, à part Joseph qui a enquêté sur lui sans le rencontrer, mais du coup ils sont quand même liés, et je pars du principe que les habitants de South Ashfield ont dû le croiser puisqu'il traînait tout le temps à côté de son appartement maman, et en bleu celles qui ne le connaissaient pas du tout. C'est même pas pour vous parler d'incohérence du rituel que je vous ai mis ces couleurs, c'est pour vous montrer la consistance de l'inconsistance dans ce jeu. Je m'explique. Très souvent, les devs vont nous imposer une règle, ici donc c'est le fait que Walter est censé avoir un lien avec ses victimes avant de les tuer, pour au final ne pas les respecter eux-mêmes. C'est pas la seule, on a aussi le fait que les victimes étaient censées avoir péché. Il va falloir m'expliquer comment 2 gamins de 8 ans ont péché. Mais ok. Le fait que Joseph ait le droit de pouvoir parler et avoir une conscience en étant un fantôme, alors que supposément il n'y a que le rituel de l'assomption de Walter qui puisse faire ça, et non, Joseph n'a pas fait ce rituel, sinon il pourrait se balader tranquille et interagir avec la réalité, mais c'est pas le cas. Il est coincé au plafond à nous envoyer des lettres pour communiquer, pour au final pouvoir parler. Joseph, c'est vraiment n'importe quoi, niveau lore de fantôme. Et tout ça est cassé juste parce que, très sincèrement, je pense que les devs se sont rendus compte que les joueurs ne savaient pas quoi faire à la fin du jeu. Et eux, ils savaient pas comment leur expliquer qu'il fallait casser un mur, donc, Joseph. Voilà. Les meurtres s'arrêtent une première fois quand Walter devient fantôme, on peut supposer que c'est le temps qu'il redevienne puissant, mais ensuite il se re-arrête, et on sait pas pourquoi. Des fois on a des fantômes qui peuvent traverser les murs et nous stalker, des fois ils sont coincés dans la pièce où ils sont morts, des fois ils ont des pouvoirs spéciaux, des fois non. Les victimes de Walter se transforment toutes en fantômes, sauf les enfants qu'il a tués, parce que bien sûr ce serait trop perturbant de voir des enfants morts. Quelle idée dans un jeu d'horreur, voyons. Walter tue ses victimes rapidement et efficacement, sauf pour Eric Walsh, pour qui il a fait toute une mise en scène d'anniversaire là. Les devs veulent soi-disant s'éloigner des autres jeux mais insistent pour intégrer un niveau de l'hôpital avec ces patientes là. Tout t'as une règle dans ce jeu et pourtant rien ne les respecte. C'est ce qui donne cette sensation d'histoire racontée par un enfant dont je parlais au début là. C'est brouillon, on rajoute des détails et des règles au hasard pour ensuite les oublier. Je sais que ça c'est plus du scénario que du game design, mais comme je l'ai dit, ces jeux sont particulièrement centrés sur le scénario, donc c'est compliqué de séparer les deux. Mais ne vous en faites surtout pas, il y a aussi des éléments de pur game design qui sont à souligner. J'ai la compulsion insoutenable de vous parler d'abord des choix de sound design dans ce jeu. Normalement, je commencerai pas par ça, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Globalement, le mixage est très sec, c'est dur à l'oreille. On va avoir des sons et des musiques qui arrivent d'un coup, très fort, et pas forcément après un changement d'écran. Jusqu'à présent, dans les Silent Hill, on avait souvent le fameux passage de porte avec la musique violente d'Akira Yamaoka qui se déclenche, en même temps que notre radio et les sons des monstres qui nous arrivent dessus lentement. Ça faisait très jumpscare, sans réellement l'être, puisque techniquement les monstres sont très largement évitables. Ils ne nous sautent pas dessus en même temps que tous les sons se déclenchent. Mais c'est indéniablement un des choix de design de Silent Hill, les jumpscares. On va pas se le cacher. Tout ça n'est qu'une suite de moments de réflexion calme autour d'une énigme, entrecoupés de cris dans tes oreilles. Ce qui fonctionne bien pour moi, c'est l'anticipation de ces moments. En particulier quand tu sais que tu as laissé des monstres dans un certain couloir pour économiser des munitions ou viser une certaine fin. Donc c'est toi-même qui te poses un piège pour plus tard. Ici, comme un peu tout dans Silent Hill 4, on peut voir que les devs ont voulu viser ce type de jumpscare là. Et ça peut marcher. Je me chiais dessus pendant le premier niveau dans le métro quand j'ai croisé mon premier fantôme. Et puis il y a eu ça. L'absurde dans l'horreur, c'est particulièrement dur à maîtriser. Le meilleur exemple est
assez évident, c'est Junji Ito qui parvient particulièrement bien à créer des histoires, des monstres et des concepts qui sont dans l'absurde mais qui savent rester terrifiants. C'est le seul mec qui a réussi à faire peur avec des ballons de baudruche. Même Stephen King il a pas réussi. Du coup on peut se douter que décider de créer des monstres à base de singes qui font des cris de jaguar et de nanas géantes qui rotent, c'est pas forcément une très très bonne idée. Surtout quand ces sons sont répétés pour d'autres ennemis, ce qui, je ne vous apprendrai rien mais je me dois de le dire, ruine le peu d'immersion qu'il y a dans ce jeu. Quand tu repères des réutilisations comme celle-là, tu te rappelles que tu joues à un jeu fait par des gens surmenés qui avaient sûrement pas le temps de créer des sons différents pour tout le monde. Ou alors ils avaient la flemme. Ou c'est des placeholders qui ont été gardés. Et là, t'as complètement oublié que t'étais censé suivre l'histoire passionnante de notre pelle à tarte là. Les répétitions sur des designs pas vraiment inspirés et avec des musiques qui sincèrement personnellement ne m'ont pas marqué du tout, si ce n'est l'ambiance de l'hôpital qui changeait du reste. Dommage que ce soit sur le niveau le plus inutile que vous avez fichu là, clairement, parce qu'on fait pas un Silent Hill sans avoir un niveau de l'hôpital. Voilà l'envie de pas refaire la même chose que dans les opus précédents, tiens. Oui, donc tous ces bruits qui nous assaillent dans le jeu, une fois mis ensemble. Ce jeu me donne mal au crâne. C'est ce que j'essaye de dire. J'ai mal et je ris beaucoup plus du jeu que je n'en ai peur, et de loin. À la fin, en stream, on essayait juste de voir combien d'ennemis allaient avoir ce son de jaguar.mp3 de mes deux fesses là. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous l'aurez peut-être déjà entendu, nous n'avons plus la radio emblématique de la série des Silent Hill. Je crois qu'ils ont essayé de la remplacer par l'effet visuel de grain qu'on voit quand on s'approche des fantômes. Le souci que j'ai purement en termes de gameplay, sans parler vraiment du fait qu'il doit y avoir une radio dans Silent Hill, parce que c'est pas vrai en soi, les devs font bien ce qu'ils veulent. Non, le problème c'est que cet effet visuel n'arrive que quand on commence à prendre des dégâts d'aura de fantômes. Là où la radio était là pour nous prévenir avant qu'on rencontre les monstres. Ici, l'effet de grain ne sert qu'à montrer au joueur qu'il est en train de prendre des dégâts. Donc on perd un élément de design qui permettait de mettre en avant cette anticipation du moment de peur dont je parlais un peu plus tôt. C'est ni une mauvaise chose ni une bonne chose, c'est juste une chose, une philosophie de design qui s'écarte du reste de la franchise, ce qui était exactement ce que les devs voulaient, donc j'aurais du mal à réellement les critiquer là-dessus. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont décidé de pas s'occuper des lumières dans le jeu. Il y a des instants qui rappellent les bons niveaux de la franchise. Je trouve que le métro du début fonctionne parce que concrètement ça ressemble beaucoup à celui de Silent Hill 3 qui était développé en même temps que Silent Hill 4 quasiment, donc ils ont dû se refiler des notes. Par contre, je trouve que celui de Silent Hill 3 est plus tendu, avec les infos de lore qu'on trouve par-ci par-là, le fait qu'on ne soit pas de suite dans l'autre monde face à des monstres, et le sound design qui est plus maîtrisé. Il y a plein de trucs. Mais c'est un exemple parfait pour vous montrer les différentes utilisations des lumières. La lumière, c'est un peu comme le sound design, souvent on le remarque pas, sauf quand c'est mauvais. Je trouve personnellement que la façon d'aborder la lumière de Silent Hill 3 se rapproche beaucoup de la réalité. On se voit dans une station de métro la nuit, et une station de métro la nuit, en particulier pour une femme, désolé de vous le souligner, c'est terrifiant. Donc on est sur du naturalisme urbain, dans le sens où c'est proche de la réalité, mais pas du naturel. Dans Silent Hill 4, déjà on commence direct dans l'autre monde, on a très vite des ennemis qui nous foncent dessus, mais on a aussi ces lumières en spot violents qui s'éloignent du réalisme de Silent Hill 3. Une station de métro qui fonctionne et particulièrement bien éclairé. C'est ce côté souterrain froid qui dérange, plus que le sombre naturel d'une grotte. C'est deux sensations qui font peur, mais qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Là, on essaye de nous faire peur avec des endroits non éclairés, mal éclairé ou même éclairé de manière absolument pas réaliste du tout. Et comme on s'éloigne du naturalisme, on se retrouve vite dans le surnaturel. Alors ça pour le coup c'est vraiment selon la sensibilité de chacun, mais une peur proche du réel me touchera personnellement toujours plus qu'une peur surnaturelle. C'est un des aspects que j'aime beaucoup dans la saga, le fait que le monde réel fasse autant peur que l'autre monde de Silent Hill. Et toutes les lumières de Silent Hill 4 sont créées comme ça, dans cette sensation de surnaturel, ce qui va m'empêcher toujours plus de m'attacher à Henry ou les autres personnages, puisque pour moi, ils n'existent pas dans le monde réel, ils ne sont que dans ce surnaturel. Alors pareil pour ça, c'est un élément de jeu que j'utilise pour souligner un tout. C'est pas que les lumières qui me donnent ces impressions, mais ça les décrit bien. Ensuite, l'idée des ennemis stalkers n'est pas mauvaise du tout, c'est plus son exécution qui me fait douter. On dirait qu'ils avaient plein d'idées qui se bousculaient. Donc ils traversent les murs et ne sont arrêtables que par des armes spéciales qui ne sont pas assez nombreuses pour tous les stopper. Ça c'est ce qui marche. Ils ont tous des attaques spéciales, Cynthia peut vous attraper avec ses cheveux, le prisonnier qui est gros forcément il peut faire la boule de bowling, Jared... Non Jared je crois pas l'avoir vu faire quoi que ce soit de spécial, juste il brûle. Le voisin peut se téléporter en mode glitch de VHS, ce qui lui correspond parce que... ta gueule, voilà pourquoi. Et si je m'embête à vous dire qu'ils peuvent faire tout ça, c'est parce qu'en réalité, dans le jeu, quand vous courez dans tous les sens, vous ne verrez quasiment jamais ces attaques. Il faut coller au cul de Cynthia pour qu'elle vous attrape. Les seuls moments où ça m'est arrivé plusieurs fois d'affilée, c'est quand le jeu vous oblige à traverser une rame de métro dans laquelle vous ne passez absolument pas à deux, passage qui est obligatoire et où elle est toujours, parce que tout ça est prévu pour vous entuber. Parce que, bien sûr, nous sommes tous terrifiés face au
d'autres jeux qui nous font activement chier des épingles. Silent Hill 4 n'est ni le premier ni le dernier jeu à considérer que les joueurs vont avoir peur si la difficulté est dans l'abus. Et quand je dis abus, c'est réellement l'abus des règles et des designs qui ont été créés par les mêmes personnes qui les utilisent contre vous. Sauf que plutôt que d'avoir peur, ces designs contradictoires là, genre une attaque de grapple qu'on t'oblige à vivre dans un lieu où tu peux déjà pas bouger, ils finissent par nous enlever du choix plutôt que de nous laisser utiliser ce qu'on nous offre. Ça finit juste par être très énervant. Les 3 premiers Silent Hill arrivaient très bien à nous laisser le choix d'attaquer au corps à corps, à distance, violemment, rapidement, lentement ou concept fou pour de l'horreur, nous laisser nous enfuir sans rien tuer. Et avec les scénarios et philosophie de design de Silent Hill, la fuite doit rester une option. Seulement t'as des armes pourries qui peuvent être rapides mais sans aucune portée, parfois à durée limitée ici, majoritairement au corps à corps, et des ennemis qui bougent presque tous par à coups rapides, genre ils restent sur place et sans vraiment de timing prévisible, ils se mettent à sauter sur toi. Si tu rajoutes à ça des hitbox qui sont bien foireuses et un peu trop généreuses quand il s'agit d'embrouiller Henri, tu te retrouves devant un jeu qui donne tout d'un coup très envie de taper des chatons orphelins. Et ça, c'est aussi à cause d'un level design pas du tout aligné avec les choix d'avoir des ennemis stalkers immortels. On se retrouve souvent dans des couloirs très étroits, avec un système de combat qui met en avant le corps à corps, donc on se fait défoncer par les ennemis sans avoir assez d'objets de soins pour être à l'aise. Je vous laisse deviner si Eileen s'en sort bien toute seule si vous, avec une manette et un cerveau en état de fonctionnement, n'y arrivez pas. Pour relier ces level design, on va avoir des trous partout. Je vous avais dit que j'allais expliquer. Alors, les devs chez Konami ont décidé de faire un jeu qui a cette espèce de hub dans l'appartement, ce qui fait qu'ils ont forcément sacrifié le mini monde ouvert finalement très restrictif des 3 premiers jeux. On pourrait croire que les rues de Silent Hill en termes de game design jouent le même rôle que l'appartement 302, sauf que c'est quand même vachement plus facile de relier des lieux en utilisant des rues plutôt qu'en utilisant un seul et unique appartement. Donc, les trous de l'appartement 302. Techniquement, il y en a que 3, mais ils mèneront à tous les niveaux du jeu, ce qui est pratique pour les devs. Et quand même moins intéressant pour le joueur que de visiter une ville, on va pas se mentir. Et si on rajoute à ça le fait que les apparitions de ces trous, que ce soit le ta gueule c'est magique du premier ou le ta gueule je fais de la magie du deuxième, n'ont pas vraiment de lien avec l'histoire ou les thèmes du jeu. Tout ce qui reste, c'est les grossières ficelles de construction que le joueur va voir. Alors, c'est pas très grave en soi qu'on voit les blocs de construction dans le jeu. Vous voyez, dans Clair Obscur, les niveaux sont reliés par un monde aux proportions extrêmement fausses qui sont évidemment visibles par le joueur dès le départ. Sauf que dans Clair Obscur, on peut relier ça à l'histoire déjà, et en plus c'est là pour souligner l'exploration de ce même monde et faciliter la vie des joueurs pour se déplacer, mais je ne suis pas là pour parler de Clair Obscur, sinon je vais pleurer. Tout ça pour dire que même si l'appartement 302 est une des bonnes idées du jeu, c'est aussi ce qui le rend moins bon que les autres jeux de la saga selon moi. Parce que cet appartement casse le rythme. Au lieu de le ralentir pour respirer entre chaque niveau séparé, on stoppe complètement. On change de vue, de gameplay, on gère un coffre, une porte et des fantômes pour ensuite redémarrer sur un nouveau niveau. Ça crée une impression de balbutiement dans le jeu. On avance, on s'arrête, on repart à zéro dans un lieu complètement différent et ainsi de suite, jusqu'au milieu du jeu où on repart en arrière. On patauge dans Silent Hill 4. On n'avance pas et en plus de ça, on est téléporté dans une histoire qui est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, très brouillonne. Côté combat, on est sur les mêmes bases que dans les autres opus, très proche de Silent Hill 3 niveau déplacement et attaque, si ce n'est qu'on a pour la première fois dans Silent Hill des armes cassables, mais uniquement certaines armes, comme les clubs de golf. Ce qui m'a surprise, c'est qu'il n'y a que 2 armes à distance, ce qui est moins que dans le tout premier Silent Hill, sur PS1 donc. Ce qui m'étonne puisqu'avec les niveaux en couloir qui se trouvent ici, plus d'armes à distance aurait été pratique. Je suppose que faire fonctionner un système en 3 options, donc pistolet, fusil à pompe et fusil de chasse, comme dans les autres jeux, avec le système de dégâts fait aux fantômes uniquement valable si on est équipé de médaillons magiques, aurait été compliqué. Oui, je l'ai pas dit. Puisqu'on a affaire à des fantômes, on peut ramasser par-ci par-là des médaillons ou des bougies magiques. Les médaillons nous permettront d'éviter les dégâts d'aura des fantômes et les dégâts des possessions dans l'appartement, et de pouvoir porter des coups aux fantômes, alors que les bougies exorcisent les possessions et font en gros la même chose que les médaillons contre les fantômes, mais à un endroit fixe. Quand vous posez une bougie, elle reste à l'endroit où vous l'avez posée. C'est plus facile de se dire qu'avec un médaillon, on évite les dégâts d'aura et on fait mal aux fantômes à proximité, donc au corps à corps. Donc il fallait mettre en avant les armes à courte portée et limiter énormément les munitions de pistolet disponibles pour garder un équilibre qui casse pas tout dans les combats. En gros, s'il n'y a pas beaucoup de dégâts faisables à distance dans le jeu, le joueur va devoir aller voir de près ce qui est censé lui faire peur. Tout ça est une façon très chiante de vous dire que Silent Hill 4 se joue au corps à corps spécifiquement à cause des ennemis fantômes et des mécaniques qui vont avec. Ce qui devient relou quand on commence à se faire attaquer par une armée de singes au cri de jaguar. Eux, j'aurais bien aimé avoir plus d'armes à distance pour les tuer parce qu'ils sont insupportables et font pas peur. En plus d'un système qui vous oblige à prendre des dégâts à un moment ou à un autre, puisque ces médaillons magiques dont j'ai parlé sont limités
limité et se casse au bout d'un certain temps, donc le corps à corps finira toujours par faire mal à Henry, on a pour la première fois un inventaire limité à gérer. Et autant pour les armes à distance mises de côté, je comprends, autant l'inventaire, il y avait besoin. J'ai dit vite fait tout à l'heure que les niveaux de ce jeu puent le padding, donc le gonflement artificiel du temps de jeu à l'aide de techniques de, comme on l'appelle dans le métier, raclure. Mais alors l'inventaire limité, c'est encore un niveau au-dessus, parce que tout ce que ça fait dans le jeu, c'est obliger le joueur à faire 1000 allers-retours entre l'appartement et l'autre monde. Et Silent Hill a toujours réussi à nous faire des allers-retours sans passer par un inventaire limité. Et même là, c'était souvent chiant, donc me rendre compte que j'ai oublié une putain de briquette de lait parce que Monsieur Jasper avait soif et comme j'ai une bouteille de vin dans mon inventaire, je me dis chouette, un alcoolique. Mais non, faut que je teste plusieurs trucs, donc on rajoute des allers-retours. Pareil si j'ai besoin d'un médaillon parce que le mien s'est cassé, je pouvais pas en prendre deux parce que ça prend trop de place, bien sûr. Oh, 2 minutes plus tard, faut que j'aille poser des bougies dans l'appart parce que j'ai trouvé une épée magique et comme il y en a que 4 dans le jeu, je peux pas l'ignorer, donc allez, retour, et ça, c'est tout le long du jeu. Sans parler du fait que techniquement on a que 5 niveaux, dont 4 qui se répètent. Donc on a des sons qui puent la rute, des allers-retours intégrés dans le game design pour te faire perdre du temps, des niveaux qui se répètent. Sur quoi pourrait-on bien économiser encore? Les cinématiques. De ouf les cinématiques. Il y a pas beaucoup d'idées. Je suis désolée de comparer continuellement ce jeu aux autres de la franchise, mais en même temps c'est Silent Hill 4, par définition, ça appelle à la comparaison. Je vais prendre comme exemple les différentes cinématiques de fin. C'est pas rare d'avoir, surtout dans des vieux jeux, des cinématiques de fin différentes, mais qui réutilisent quand même quelques moments, puisque l'animation, le rendu et l'acting, c'est long et c'est cher. Mais il y a une limite quand même. Pourquoi quand on sauve Eileen, on voit quand même Henry sortir seul de South Ashfield Heights? Le cut suggère que c'est directement après la destruction de la salle du rituel, parce que oui, le montage, c'est important. On ne va pas partir du principe que Henry part après avoir filé Eileen à une ambulance dans ce cas précis. C'est juste bizarre de le voir repartir seul. Quand on la retrouve à l'hôpital, on a juste droit à une ligne de dialogue qui change entre la bonne et la mauvaise fin, c'est tout. La mort des deux Walter est la même à chaque fois, il y en a juste une où on rajoute Henry qui a mal à la tête, et ça ne surprendra personne quand tu fais plusieurs fins différentes. L'idée, c'est quand même que tu veux que tes joueurs refassent le jeu plusieurs fois, histoire de voir toutes les options. Là, je dirais que les deux seules fins qui valent le coup sont la meilleure et la pire. Celles du milieu n'ont aucun intérêt. Les fins de Silent Hill 1 et 2 déterminent contre quel boss tu vas te battre, ce qui mène à des résultats quand même éloignés, notamment dans le 1 où tu vas recroiser ou pas des PNJ que tu as aidés ou pas. Tu peux voir de façon très directe le résultat de tes choix pendant le jeu. Dans Silent Hill 2, c'est la vie entière de James qui change. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il se suicide? Est-ce qu'il accepte son rôle dans la mort de sa femme? Les conséquences de ces fins sont moins dans le résultat visible de ses choix et plus dans la réaction à ta façon de jouer, ce qui rend le fait de jouer plusieurs fois au jeu beaucoup plus attrayant. Tu dois te forcer à adopter un différent gameplay, à littéralement changer la personnalité de James. Dans Silent Hill 3, on n'a que 2 fins qui sont largement différentes et qui promettent de déterminer la suite du monde entier, pour le coup. Soit Heather tue la déesse, soit elle la devient. À nouveau, là, le replay est intéressant et les conséquences pour l'héroïne sont drastiquement opposées. Et on l'aime, cette héroïne, à la fin, contrairement à Henry. Le fait que le seul point d'intérêt réel de Silent Hill 4 soit Walter, et que la fin pour Walter soit la même dans 3 des 4 fins, ne donne pas envie de toutes les explorer. Certes, tu dois changer ton gameplay pour les avoir, mais les avoir ne change rien. Les seules conséquences seront pour Henry et Eileen, des personnages auxquels il est très dur de s'attacher et donc de qui l'avenir nous importe peu. Il n'y a pas assez de raisons pour refaire le jeu. Et la réhute des cinématiques n'est qu'un symptôme d'un scénario qui se répète. Mais bon sang que c'est un symptôme qui est particulièrement visible et risible. Il y en a qui le savent peut-être pas, mais mon métier dans la vraie vie, c'est animatrice. Non, pas animatrice de centre aéré, animatrice dans le cinéma d'animation, donc je sais très bien que c'est tentant d'économiser le plus possible en animation et en rendu. Mais on parle de la fin de votre jeu. C'est le moment qui va rester en tête quand on éteint la console. C'est comme pour les films, je sais plus du tout qui disait ça vient pas de moi, mais les 2 instants les plus importants d'un film, pour certains, ce sont le début et la fin. Le début parce que c'est ce qui va permettre de garder le spectateur pour le reste du film, et la fin puisque ce sont les images les plus claires qui resteront dans la tête du spectateur en sortant de la salle. C'est ce qui va rester. Pour moi, c'est un peu la même chose dans les jeux, avec plus de nuances puisqu'on est sur un format beaucoup plus long qui se ressent plus d'instant en instant, de session en session. Et il y a certains genres de jeux qui n'ont pas de fin et qui donc ne respectent pas du tout ce schéma. Mais pour les jeux à scénario, donc pour les jeux comme Silent Hill,
Pour moi, ça reste le début et la fin qui vont marquer. Combien de jeux vous avez dans votre librairie Steam auquel vous avez joué qu'une heure parce que le début ne vous a pas accroché? Et combien de jeux vous avez refait pour juste revivre leur fin? Ou pire encore, combien vous connaissez qui vous ont accroché tout du long simplement pour ruiner tout ce que vous avez vécu devant à cause d'une fin nulle? Tout ça pour dire, ne pas foirer sa fin, c'est super. Ses fins sont foirées. Non, ok, j'exagère. C'est pas foiré, c'est juste pas très intéressant. Donc finalement, ça va bien avec le reste du jeu. Comme pour tous les jeux du monde, il se compose d'une multitude de catégories de création, gameplay, game feel, level design, musique, mixage, lumière, cinématique, modelage, animation, écriture, dans aucun ordre particulier. Et ce jeu spécifiquement m'a fait me rendre compte qu'on oublie trop souvent l'art de la localisation. Pétard le nombre de fautes et de traductions boiteuses. Tout ça, si on prend le meilleur exemple, dans Silent Hill 2, c'était une multitude de petits ruisseaux qui se retrouvaient dans le même courant à la fin et qui donnaient le parfait fleuve avec des coins tranquilles et des rapides et quelle attraction palpitante. Et puis, t'as le terrain vague avec des petites flaques qui vont nulle part. C'est pas très gentil comme comparaison, mais j'ai passé un tel mauvais moment devant ce jeu, c'était une corvée. Qu'on soit clair, si vous avez trouvé un divertissement dans ce jeu, si vous y êtes attaché, si les thèmes vous parlent, si vous passez un bon moment devant, et même si vous le préférez aux autres, ce n'est pas moi qui vais essayer de vous enlever ça. Et tout ce que je viens de passer beaucoup trop de temps à vous raconter ne devrait pas vous faire changer d'avis. De toute façon, ça n'a jamais été l'intention de mes vidéos. Il y a définitivement de très bonnes idées dans ce jeu. C'est l'exécution et des fois la constance, disons, boiteuse de ces bonnes idées tout au long du jeu qui m'ont frustré. En plus de design de jeu pas tout à fait au point qui rendent le tout désagréable à jouer. Ça ne veut pas dire que oh mon dieu c'est le pire jeu du monde, n'y touchez pas. Ce qui m'a surprise parce que je m'en étais pas réellement rendu compte devant les autres jeux Silent Hill, c'est que je prends énormément de plaisir à mener l'enquête devant ces jeux en particulier, à noter la chronologie, les noms qu'on peut lire un peu partout, les recoupements des histoires de tout le monde, et c'est l'absence de cohérence dans cette enquête qui m'a fait prendre conscience de sa présence dans les autres jeux. Donc rien que pour ça, ça valait le coup. Pouvoir mettre des mots sur ce qu'on n'aime pas, c'est selon moi tout aussi important et souvent un peu plus facile que de pouvoir expliquer ce que l'on aime. Ça va vous permettre d'avoir des nouvelles pistes de réflexion et de petit à petit arriver à mieux décrire et expliquer ce que vous ressentez devant un jeu, un film, un livre, une musique. Et ça, c'est juste tellement important. Non mais c'est bon là, ça fait 3 ans que je suis bloqué ici, on peut passer à autre chose, non? Non?